Howdy folks, comme promis, voici le doublage du premier et seul débat en fait entre les vice-présidents candidats. Je l'avais fait en live, mais comme promis, je vous refais un doublage à tête reposée parce qu'en fait, j'étais pas très content de la performance en live. C'était un débat qui était très difficile à traduire entre Tim Walz qui partait dans tous les sens et J.D. Vance qui parlait vraiment très vite. Voilà, j'étais content de le faire à tête reposée. Alors n'oubliez pas que ce soir à 21h, donc mercredi 21h, heure française, je vais faire un débrief avec Trump Fake News. Retrouvez les liens en description vers cet événement. J'espère que vous y retrouver nombreux. En tout cas, il est bientôt 3h du matin ici. J'ai hâte d'aller me coucher. Profitez bien de la traduction. C'est parti. Good evening, I'm Nora O'Donnell. Bonsoir, je suis Nora O'Donnell. Merci de nous rejoindre pour ce débat vice-présidentiel sur CBS News ce soir. Nous souhaitons la bienvenue à nos téléspectateurs sur CBS ainsi que sur d'autres chaînes ici aux États-Unis et dans le monde entier. Nous avons une soirée importante devant nous et notre objectif est de nous concentrer sur les questions qui comptent pour vous, les électeurs. Présentons les candidats, le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, et le sénateur républicain de l'Ohio, J.D. Vance, se rencontrent ce soir pour la première fois. I'm Margaret Brennan. Je suis Margaret Brennan. Pour assurer un débat réfléchi et civil, voici les règles auxquelles les deux campagnes ont convenu. Les questions seront adressées à un candidat qui aura 2 minutes pour répondre. L'autre candidat disposera de 2 minutes pour la réplique. Ensuite, chaque candidat aura 1 minute supplémentaire pour développer son point de vue, avec 1 minute supplémentaire à la discrétion du modérateur. Le rôle principal des modérateurs est de faciliter le débat entre les candidats, d'appliquer les règles et de fournir aux candidats l'occasion de vérifier les faits avancés par l'autre. Fact-check claims made by each other. CBS News se réserve le droit de couper les micros des candidats pour maintenir le respect du débat. Nous n'avons pas partagé les questions ou les sujets avec les campagnes à l'avance. La scène est prête. Gouverneur, sénateur, merci de nous rejoindre. Commençons. Ce soir, notre pays fait face à plusieurs crises en cours. Le Moyen-Orient est au bord de la guerre. Les Américains souffrent des conséquences catastrophiques de l'ouragan Helen et maintenant une grève alors que 25 000 dockers du Maine et au Texas sont en grève. Nous allons commencer ce soir avec le Moyen-Orient. Margaret. Merci Nora. Plus tôt aujourd'hui, l'Iran a lancé sa plus grande attaque à ce jour contre Israël, mais cette attaque a échoué grâce à une action défensive conjointe entre les États-Unis et Israël. Au cours de l'année écoulée, le président Biden a déployé plus de 40 000 militaires américains et des ressources dans cette région pour tenter de prévenir une guerre régionale. L'Iran est affaibli. Mais les États-Unis le considèrent toujours comme le plus grand sponsor étatique du terrorisme dans le monde, et l'Iran a considérablement réduit le temps qu'il faudrait pour développer une arme nucléaire. Ce délai est maintenant réduit à 1 ou 2 semaines. Gouverneur Walz, si vous étiez la voix décisive dans la salle de crise, soutiendriez-vous ou opposeriez-vous une frappe préventive d'Israël contre l'Iran? Vous avez 2 minutes. Merci et merci à ceux qui nous rejoignent de chez eux ce soir. Rappelons-nous d'où tout cela a commencé. Le 7 octobre, des terroristes du Hamas ont massacré plus de 1400 Israéliens et ont aussi pris des otages. La capacité d'Israël à se défendre est absolument fondamentale. Récupérer ces otages, fondamental, et mettre fin à la crise humanitaire à Gaza. Mais l'expansion d'Israël et de ses alliés est une nécessité absolue pour que les États-Unis assurent une direction stable dans la région. Vous l'avez vu aujourd'hui, où avec nos partenaires israéliens et notre coalition, nous avons réussi à stopper l'attaque en cours. Mais ce qui est fondamental ici, c'est que ce leadership constant est crucial. C'est clair et... Il y a quelques semaines, un Donald Trump de presque 80 ans qui parle de la taille du public dans ses foules et qui n'est même pas conscient, mais c'est pas tout. Ceux qui étaient les plus proches de Donald Trump comprennent à quel point il est dangereux lorsque le monde est dans une situation aussi dangereuse. Son chef de cabinet, John Kelly, a déclaré qu'il était l'être humain le plus défectueux à avoir accompli cette fonction. Et ses 2 secrétaires à la défense et ses conseillers à la sécurité nationale ont dit qu'il ne devrait jamais être de nouveau à la Maison-Blanche. Les personnes les plus proches de lui, de Donald Trump, ont dit qu'il n'était pas apte à la plus haute fonction. Et d'ailleurs, le sénateur Vance a dit la même chose. Ce que nous avons vu avec Kamala Harris, c'est un vrai leadership. Nous avons vu un calme qui lui permet de rassembler les coalitions. Comprendre ce que nos alliés comptent. Quand nos alliés voient Donald Trump se tourner vers Vladimir Poutine, se tourner vers la Corée du Nord,
Quand nous commençons à voir ce type d'inconstance autour du maintien des coalitions, nous restions engagés. Et comme l'a dit la vice-présidente aujourd'hui, nous protégerons nos forces et celles de nos alliés, et il y aura des conséquences. Gouverneur, votre temps est écoulé. Sénateur Vance, la même question. Soutiendriez-vous ou opposeriez-vous une frappe préventive d'Israël contre l'Iran? Vous avez 2 minutes. Alors, Margaret, je veux répondre à la question. Tout d'abord, merci gouverneur, merci à CBS d'avoir organisé ce débat, et merci surtout au peuple américain qui nous regarde ce soir et qui se soucie assez de ce pays pour suivre ce débat vice-présidentiel. Je veux répondre à la question, mais je veux d'abord me présenter un peu, parce que je sais que beaucoup d'Américains ne me connaissent pas. J'ai grandi dans une famille ouvrière. Ma mère avait besoin d'aide alimentaire à plusieurs périodes de sa vie. Ma grand-mère a eu besoin de la sécurité sociale pour m'élever. Et elle m'a élevé en partie parce que ma propre mère a lutté contre l'addiction pendant une grande partie de sa vie. Je suis allé à l'université grâce à un GI Bill après m'être engagé en Irak. Et donc, je suis ici, demandant d'être vice-président, avec une reconnaissance extraordinaire pour ce pays, pour le rêve américain qui m'a permis de vivre mes rêves. Et plus important encore, je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets du chaos dans le monde et de l'impression que le rêve américain est hors d'atteinte. Je veux essayer de vous convaincre ce soir, au cours des 90 prochaines minutes, que si nous avons une meilleure direction à la Maison-Blanche, si nous ramenons Donald Trump à la Maison-Blanche, le rêve américain redeviendra atteignable. Maintenant, pour répondre à cette question particulière, nous devons nous rappeler que, malgré les accusations du gouverneur Walz sur Donald Trump comme agent du chaos, Donald Trump a en fait apporté de la stabilité au monde en établissant une dissuasion efficace. Les gens avaient peur de franchir la ligne rouge. L'Iran, qui a lancé cette attaque, a reçu plus de 100 milliards de dollars en actifs débloqués grâce à l'administration de Kamala Harris. À quoi ont-ils utilisé cet argent? Ils l'ont utilisé pour acheter des armes qu'ils lancent maintenant contre nos alliés, et que Dieu nous en préserve, peut-être aussi contre les États-Unis dans le futur. Donald Trump a reconnu que, pour que les gens craignent les États-Unis, il fallait la paix par la force. Il devait reconnaître que s'ils sortaient de leur ligne, le leadership mondial des États-Unis rétablirait la stabilité et la paix dans le monde. Maintenant, vous avez posé une question sur une frappe préventive, Margaret, et je veux y répondre. Écoutez, c'est à Israël de décider ce qu'il pense devoir faire pour assurer sa sécurité, et nous devons soutenir nos alliés, où qu'ils soient, lorsqu'ils combattent les méchants. Je pense que c'est la bonne approche à adopter dans cette situation. Merci, sénateur. Gouverneur Walz, souhaitez-vous répondre à certaines de ces accusations? Eh bien, écoutez, Donald Trump était en fonction. Parfois, nous entendons une réécriture de l'histoire, mais lorsque Donald Trump était en poste, c'est sous lui que nous avions une coalition de nations qui avait bloqué le programme nucléaire de l'Iran, l'empêchant de progresser. Donald Trump a retiré ce programme sans rien mettre à sa place. Donc l'Iran est plus proche d'une arme nucléaire qu'il ne l'était avant à cause de la direction instable de Donald Trump. Et quand l'Iran a abattu un avion américain dans l'espace aérien international, Trump a tweeté parce que pour lui c'est le standard diplomatique de Donald Trump. Et quand des missiles iraniens sont tombés près des troupes américaines et qu'elles ont subi des blessures cérébrales, Donald Trump a dit que c'était de simples maux de tête. Nos alliés comprennent que Donald Trump est instable. Il ira vers celui qui lui offrira le plus de flatterie et un leadership stable, comme vous l'avez vu aujourd'hui, comme vous l'avez vu en avril. Les 2 attaques iraniennes ont été repoussées. Notre coalition est forte et nous avons besoin d'un leadership stable que Kamala Harris offre. Sénateur Vance, les États-Unis avaient un accord diplomatique avec l'Iran pour suspendre temporairement certaines parties de son programme nucléaire, et le président Trump a quitté cet accord. Il a récemment dit, il y a seulement 5 jours, que les États-Unis devaient maintenant conclure un accord diplomatique avec l'Iran, parce que les conséquences sont impossibles. A-t-il fait une erreur? Vous avez 1 minute. Eh bien, tout d'abord, Margaret, la diplomatie n'est pas un gros mot. Et je pense que ce que le gouverneur Walz vient de dire est assez extraordinaire. Vous avez vous-même dit que l'Iran est aussi proche d'une arme nucléaire aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Et le gouverneur Walz, vous blâmez Trump. Qui a été le vice-président ces 3 dernières années et demie? La réponse est votre colistière, pas le mien. Donald Trump a constamment rendu le monde plus sûr. Maintenant, parlons de la séquence des événements qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas ignorer le 7 octobre, que j'apprécie que le gouverneur Walz l'ait mentionné. Mais quand est-ce que l'Iran et le Hamas et leurs alliés ont attaqué Israël? C'était sous l'administration de Kamala Harris. Le gouverneur Walz peut critiquer les tweets de Donald Trump, mais une diplomatie intelligente et efficace, de la paix par la force, c'est ainsi que vous ramenez la stabilité dans un monde brisé. Donald Trump l'a déjà fait une fois. Demandez-vous chez vous, quand est-ce que, au cours des dernières années, un président américain n'a pas lancé un conflit majeur? La seule réponse est pendant les 4 ans où Donald Trump était président.
Messieurs, nous avons encore beaucoup de choses à aborder. Nora? Oui, Margaret, merci. Passons maintenant à l'ouragan Hélène. La tempête pourrait devenir l'une des plus meurtrières de l'histoire. Plus de 160 personnes sont mortes et des centaines d'autres sont portées disparues. Les scientifiques disent que le changement climatique rend ces ouragans plus grands, plus puissants et plus meurtriers à cause des précipitations historiques. Sénateur Vance, selon un sondage CBS News, 7 Américains sur 10 et plus de 60% des républicains de moins de 45 ans sont favorables à ce que les États-Unis prennent des mesures pour réduire l'impact du changement climatique. Sénateur, quelle responsabilité aurait l'administration Trump pour réduire l'impact du changement climatique? Je vous donne 2 minutes. Bien sûr, commençons par l'ouragan, car c'est une tragédie humaine incroyable, indescriptible. J'ai vu aujourd'hui une photo de 2 grands-parents sur un toit avec un enfant de 6 ans. Et c'était la dernière photo jamais prise d'eux parce que le toit s'est ensuite effondré et ces innocents ont perdu la vie. Et je suis sûr que le gouverneur Walz se joint à moi pour dire que nos cœurs sont avec ces innocents, nos prières sont aussi avec eux, et nous voulons une réponse fédérale aussi robuste et agressive que possible pour sauver un maximum de vies. Et bien sûr, après, aider les gens de ces communautés à reconstruire. Ce sont des communautés que j'aime, certaines d'entre elles que je connais personnellement, en Appalaches et dans tout le sud-est des États-Unis. Elles ont besoin que leur gouvernement fasse son travail. Et je m'engage à ce que, lorsque Donald Trump sera à nouveau président, le gouvernement mette les citoyens de ce pays en premier plan lorsqu'ils souffrent d'une catastrophe. Maintenant, Nora, vous avez posé la question sur le changement climatique. Je pense que c'est une question très importante. Beaucoup de gens sont, à juste titre, inquiets de ces modèles météorologiques fous. Je pense qu'il est important de dire que Donald Trump et moi soutenons l'air pur et l'eau pure pour tout le monde. Nous voulons un environnement plus propre et plus sûr. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que certains de nos amis démocrates parlent beaucoup des émissions de carbone. Cette idée que les émissions de carbone entraînent tous les changements climatiques. Eh bien, admettons que ce soit vrai. Juste pour le bien de l'argument, pour ne pas discuter de sciences étranges, admettons que ce soit vrai. Eh bien, si vous voyez cela, que voudriez-vous faire ? La réponse est que vous voudriez ramener autant de fabrication américaine que possible et vous voudriez produire plus d'énergie possible aux États-Unis, car nous avons l'économie la plus propre du monde entier. Mais quelles sont les politiques de Kamala Harris ? Eh bien, une production d'énergie accrue en Chine, une fabrication accrue à l'étranger, davantage d'usines qui partent de nos régions pour aller dans des pays plus sales et moins verts. Et quand je dis ça, je parle de la quantité d'émissions de carbone par unité de production économique. Donc, si nous nous soucions vraiment d'avoir un air pur et propre et une eau propre également, la meilleure chose à faire est de doubler les investissements dans les travailleurs américains et dans le peuple américain. Mais malheureusement, Kamala Harris fait exactement le contraire. Gouverneur Walz, vous avez 2 minutes pour répondre. Eh bien, nous étions proches d'un accord, car toutes ces choses se produisent, c'est vrai. Écoutez, tout d'abord, cette tragédie avec cet ouragan était horrible, et mes pensées vont aux personnes là-bas. Et je suis en contact avec les gouverneurs. Je sers en tant que coprésident du Conseil des gouverneurs, où nous travaillons ensemble sur ces questions de gestion d'urgence, sans partisanerie, afin de résoudre les problèmes. Les gouverneurs et les premiers intervenants sur le terrain travaillent ensemble dès le début. Le gouvernement fédéral vient en soutien pour assurer la reprise. Reprenons la question du changement climatique. Il ne fait aucun doute qu'il s'accélère. Le sénateur Vance a reconnu par le passé qu'il y avait un problème climatique. Donald Trump, lui, l'a qualifié de canular, plaisantant même qu'il créerait plus de propriétés en bord de mer, tellement c'était faux. Mais l'administration Harris a réalisé des investissements massifs. Nous voyons ces investissements dans l'économie verte, créant des milliers d'emplois à travers le pays, avec des usines d'énergie solaire et des technologies propres. C'est notre solution pour l'avenir. Vous savez, des inondations qui normalement n'arrivent que tous les 500 ans viennent d'arriver d'affilée l'une après l'autre. Mais ce qu'ils font, c'est s'adapter. Et ça leur a permis de me dire, regardez, je récolte du maïs, je récolte du soja, je récolte du vent. Nous produisons aussi du gaz naturel et plus de pétrole que jamais auparavant. Nous produisons également plus d'énergie propre. Donc, la solution pour nous est de continuer à avancer. Le changement climatique est réel. Il faut réduire notre impact, c'est absolument critique. Mais ce n'est pas un faux choix, une fausse dichotomie. Vous pouvez faire ça en même temps que vous créez des emplois. Et nous le voyons au travers le pays. C'est exactement ce que cette administration a fait. Nous devenons une superpuissance énergétique pour l'avenir, pas seulement pour le présent. Et c'est ce qui a tout son sens. Et puis, nous commençons à réfléchir de la manière dont nous atteignons ces désastres. Merci, sénateur. Je veux vous donner l'occasion de répondre. Le gouverneur a mentionné que le président Trump a qualifié les changements climatiques de canular. Êtes-vous d'accord ? Eh bien, écoutez, ce que le président a dit
c'est que si les démocrates, en particulier Kamala Harris et son leadership, croyaient vraiment que le changement climatique était sérieux, ils feraient plus de retours d'usines et plus de production d'énergie aux États-Unis d'Amérique. Et ce n'est pas ce qu'ils font. Donc, clairement, Kamala Harris elle-même ne croit pas à sa propre rhétorique sur le sujet. Si elle le faisait, elle serait d'accord avec les politiques énergétiques de Donald Trump. Maintenant, quelque chose que le gouverneur Walz a dit, et je pense qu'il est important d'en parler parce que nous parlions de l'énergie propre. Je pense que c'est un slogan ce qu'il dit et ce que les démocrates utilisent souvent. Je parle bien sûr du leadership démocrate. Et le véritable problème est que si vous dépensez des centaines de millions, voire des milliards de dollars d'argent des contribuables américains dans des panneaux solaires fabriqués en Chine, eh bien, premièrement, vous rendez l'économie plus polluante. Nous devrions fabriquer plus de ces panneaux solaires aux États-Unis. Certains d'entre eux le sont, Tim, mais beaucoup sont fabriqués à l'étranger, en Chine, en particulier les composants qui rentrent dans ces panneaux solaires. Donc, si vous voulez vraiment rendre l'environnement plus propre, vous devez investir dans des énergies de production plus propres. Nous n'avons pas construit d'installation nucléaire, je pense, une seule depuis ces 40 dernières années. Le gaz naturel, nous devrions y investir davantage aussi. Kamala Harris a fait le contraire. Sénateur, votre temps est écoulé. Gouverneur, que souhaitez-vous répondre? Eh bien, écoutez, nous produisons plus de gaz naturel qu'à jamais auparavant. Il n'y a pas de moratoire là-dessus, nous produisons plus de pétrole aussi. Mais les gens savent, et comme je l'ai dit une fois, ce ne sont pas que des gens à gauche, ce sont pas que des gens du Green New Deal, ce sont des agriculteurs qui ont subi la sécheresse cette année et des inondations massives l'année suivante. Ils comprennent que ça a du sens. C'est pas comme si on pouvait reconvertir notre économie à vendre du sol érodé par l'érosion. Nous l'avons vu dans le Minnesota cet été. Alors, comment régler ça? Il faut se tourner vers l'avenir, et c'est ce que Kamala Harris a pu faire dans le Minnesota. Nous commençons à rendre certaines de ces choses réalisées. La loi sur les infrastructures qu'elle a adoptée nous permet de penser à l'atténuation à l'avenir. Comment pouvons-nous nous assurer que nous protégeons nos lignes en enterrant des lignes électriques? Comment nous assurer que nous protégeons les rives des lacs, des choses que nous voyons de plus en plus? Mais de l'appeler un canular et d'emmener les dirigeants des compagnies pétrolières à Mar-a-Lago pour dire « Donnez-moi de l'argent de la campagne et je vous laisserai faire ce que vous voulez faire », c'est autre chose. Gouverneur, votre temps est écoulé. Le consensus écrasant parmi les scientifiques est que le climat de la Terre se réchauffe à un rythme sans précédent. Margaret. Oui, merci Nora. Nous allons maintenant passer à l'immigration. La crise à la frontière entre les États-Unis et le Mexique est constamment classée parmi les principaux enjeux par les électeurs américains. Sénateur Vance, votre campagne promet de réaliser le plus grand plan de déportation de masse de l'histoire américaine et d'utiliser l'armée américaine pour ce faire. Pourriez-vous être plus précis sur comment cela fonctionnerait? Par exemple, feriez-vous des reconduites à la frontière des parents qui sont rentrés aux États-Unis illégalement et les séparer de leurs enfants nés américains sur le sol américain? Vous avez 2 minutes. Alors d'abord, Margaret, avant de parler des déportations, nous devons arrêter l'hémorragie. Nous avons une crise migratoire historique parce que Kamala Harris a commencé cela et a dit qu'elle voulait annuler toutes les politiques frontalières de Donald Trump. 94 décrets suspendaient les déportations pour décriminaliser aussi les immigrés illégaux, augmentant massivement la fraude en matière d'asile qui existe dans notre système. Et ça a ouvert les vannes. Et ça signifie que beaucoup de fentanyl pénètrent dans notre pays. J'ai eu une mère qui a lutté contre l'addiction aux opioïdes et qui s'est soignée. Je ne veux pas que les personnes qui luttent contre l'addiction soient privées de leur seconde chance parce que Kamala Harris a laissé entrer le fentanyl dans notre communauté à des niveaux records. Donc, nous devons arrêter l'hémorragie. Nous devons rétablir les politiques frontalières de Donald Trump, construire le mur, rétablir les déportations et les reconduites à la frontière. Et cela me mène à votre point, Margaret. Qu'est-ce que nous faisons réellement? Nous avons 20 à 25 millions d'émigrés illégaux qui sont déjà dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Je pense que la première chose que nous devrions faire, c'est commencer avec les criminels. Environ 1 million de ces personnes ont commis une forme de crime, quel que soit le type de crime. Et ensuite, je pense qu'il faut faire attention à contrer ces immigrés illégaux qui font pression sur la baisse des salaires pour les travailleurs américains. Beaucoup des gens rentreront chez eux s'ils ne peuvent pas travailler pour moins que le salaire minimum dans notre propre pays. Et au fait, ça pourrait vraiment être bon pour nos travailleurs qui peuvent juste enfin gagner un salaire équitable pour un bon travail. Et le dernier point, Margaret, c'est que vous posez la question sur la séparation des familles. En ce moment, dans ce pays, Margaret, nous avons 325 000 enfants que le département de la sécurité intérieure a perdus. Certains ont été victimes de trafic sexuel. Certains d'entre eux, espérons-le, sont retournés chez leur famille. Mais d'autres sont utilisés comme mules par les dealers de drogue. La véritable politique de séparation des familles dans ce pays est, malheureusement, due au fait que la frontière sud a été grande ouverte par Kamala Harris. Et je demanderai à mes compatriotes américains de se souvenir que, lorsqu'elle est rentrée en fonction, elle a dit qu'elle allait faire ça. Un véritable leader dirait « Vous savez quoi? Je me suis trompé. Nous allons revenir à la politique frontière de Donald Trump. » J'aimerais qu'elle le fasse. Ce serait bien pour nous tous.
Souhaitez-vous répondre à l'une de ces allégations spécifiques, y compris selon laquelle la vice-présidente aurait laissé du fentanyl rentrer et utiliser des enfants comme mules? Oui, eh bien, l'histoire des mules, ce n'est pas vrai. Mais je dirais à ce sujet, concernant le fentanyl, car c'est une crise des opioïdes, et la bonne nouvelle à ce sujet, c'est que sur les 12 derniers mois, nous avons vu une diminution des décès liés aux opioïdes. Et c'est une diminution de 30% dans l'Ohio spécifiquement, mais il reste encore du travail à faire. Mais revenons sur l'immigration. Kamala Harris était la procureure générale de l'État le plus vaste à la frontière frontalière avec la Californie. Elle est la seule personne dans cette course à la présidence qui ait poursuivi les gangs transnationaux pour trafic d'humains et pour intervention en matière de drogue. Mais écoutez, nous voulons tous résoudre cela. La plupart d'entre nous veulent résoudre cela, c'est pour ça qu'est utilisé le Congrès des États-Unis pour les agents à la frontière. C'est aussi ce que fait la Chambre du commerce. C'est la plupart des Américains ici. C'est pourquoi nous avons eu la loi la plus juste et la plus stricte sur l'immigration que ce pays ait jamais connue. Elle a été élaborée par un sénateur conservateur de l'Oklahoma, James Lankford. Je le connais, il est super conservateur, mais c'est un homme de principe. Et les démocrates et les républicains ont travaillé sur ce projet de loi ensemble. La patrouille à la frontière a dit que c'était ce dont ils avaient besoin. Ce sont les experts. Et la Chambre de commerce et Wall Street ont dit que il fallait passer ce truc. Kamala Harris a aidé à y parvenir. 1500 nouveaux agents frontaliers, des matériels de détection de drogue, des agents pour la justice, pour accélérer les jugements à ce sujet. C'est juste ce que voulait l'Amérique. Mais dès que c'était sur le point de passer, et Donald Trump a dit non, et il a donné des instructions de vote, parce que sinon ça ne lui ferait aucun sujet de campagne. Alors, écoutez, nous avons des options. Donald Trump a eu 4 ans. Il a eu 4 ans pour faire ce qu'il voulait. Et il vous a promis, Amérique, à quel point ce serait facile. Il a dit qu'il allait vous construire un grand et magnifique mur et que le Mexique paierait pour ça. Mais moins de 2% de ce mur a été construit et le Mexique n'a pas payé un sou. Mais nous voilà de nouveau, 9 ans après qu'il soit descendu de cet escalier, déshumanisant les gens et leur disant ce qu'il allait faire. Et en ce qui concerne les plans de reconduite à la frontière, dans le passé, le sénateur Vance a dit que c'était impossible à faire et on a rigolé. Donc voilà où nous en sommes. Il faut passer la loi qu'on a voulu passer et la signer. Gouverneur, votre temps est écoulé. Sénateur, la question était, séparez-vous les parents et les enfants, même si les enfants sont des citoyens américains. Vous avez 1 minute. Margaret, mon point de vue est que nous avons déjà de massives séparations d'enfants grâce à la frontière ouverte de Kamala Harris. Je n'ai pas accusé Kamala Harris d'inviter des mules. J'ai dit qu'elle a permis au cartel de drogue mexicain d'opérer librement dans ce pays. Et nous savons qu'ils utilisent des enfants comme mules. Et c'est un scandale. Et cela doit cesser. Écoutez, je pense que ce que dit Tim ne tient pas la route. Pendant 3 ans, Kamala Harris est allée se vanter qu'elle allait annuler la politique frontalière de Donald Trump. Et c'est ce qu'elle a fait. Nous avons eu un nombre record de traversées illégales depuis, nous avons eu un nombre record de fentanyl entrant dans notre pays. Et maintenant qu'elle se présente à la présidence, ou quelques mois avant, elle dit qu'elle est une sorte de révélation et qu'elle se soucie beaucoup de ce projet de loi. La seule chose qu'elle a faite lorsqu'elle est devenue présidente, lorsqu'elle est devenue responsable de la frontière, a été d'annuler les 94 décrets exécutifs que Donald Trump avait signés pour fermer la frontière. Ce problème entraîne des problèmes massifs aux États-Unis d'Amérique. Des parents qui ne peuvent pas se permettre les soins de santé, des écoles qui sont débordées, et cela doit cesser. Cela cessera lorsque Donald Trump soit président. Sénateur, votre temps est écoulé. Gouverneur, que dire de notre sondage CBS News qui montre que la majorité des Américains, plus de 50%, soutiennent les reconduites à la frontière massive? Écoutez, nous avons réglé ce problème avec un projet de loi qui nécessite... Mais en fait, le problème à ce sujet, ce n'est pas ce qui se passe lorsque vous voulez le résoudre, mais c'est quand vous diabolisez, et nous avons vu ça. Le sénateur Vance, cela m'étonne sur ce sujet, parle de créer des histoires pour attirer l'attention sur ça, mais cela a vilipendé un grand nombre de personnes qui étaient ici légalement dans des communautés de Springfield. Le gouverneur républicain a dit que ce n'était pas vrai. Ne le faites pas. Il y a des conséquences à ça, il y a des conséquences. Le sénateur Lankford l'a fait. Nous pourrions nous rassembler et résoudre cela. Et nous ne laisserions pas Donald Trump continuer à en faire un sujet. Et les conséquences à Springfield ont été que le gouverneur a dû envoyer les forces de l'ordre de l'État pour escorter les enfants à la maternelle de l'école. Je crois en fait que le sénateur Vance veut résoudre ça, mais en se tenant aux côtés de Donald Trump et en ne travaillant pas ensemble avec nous pour travailler sur une solution, cela devient un point de discussion. Et quand cela devient un point de discussion comme ceci, nous déshumanisons et nous vilipendons. Gouverneur, je vous donnerai 1 minute, mais laissez-moi d'abord vous poser la question. Le gouverneur a souligné le point que je pense en tant que législateur en fonction. Vous savez que le Congrès contrôle le budget et donc le financement.
Donc, vous avez dit à plusieurs reprises que Donald Trump ferait cela par décret. Êtes-vous en désaccord avec le fait que le Congrès contrôle le budget et devrait soutenir un bon nombre des changements que vous voudriez mettre en œuvre? Vous avez une minute. Many of the changes that you would actually want to implement. You have 1 minute. Écoutez, Margaret, tout d'abord, la grande majorité de ce que nous devons faire à la frontière sud consiste simplement à donner les ressources aux forces de l'ordre de faire leur travail. Je suis allé à la frontière sud plus que Kamala Harris y a été. Et c'était déchirant parce que les agents de la patrouille à la frontière, ils veulent juste avoir les ressources pour faire leur travail. Bien sûr, des ressources supplémentaires aideraient, et la plupart de ceux-là tombent sous la juridiction du président et de la vice-présidente. La patrouille à la frontière veut juste avoir les moyens de pouvoir dire à ces gens qu'il faut passer par les canaux de visa appropriés. Maintenant, le gouverneur Walz a évoqué la communauté de Springfield, qui a été très préoccupée par des choses que j'ai dites à Springfield. Écoutez, à Springfield, dans l'Ohio et dans des communautés à travers ce pays, vous avez des écoles qui sont débordées. Vous avez des hôpitaux débordés. Vous avez des logements qui sont inabordables parce que vous avez amené des millions d'immigrés illégaux qui maintenant rivalisent avec les Américains sur les marchés. Les personnes dont je suis le plus inquiet à Springfield dans l'Ohio sont des citoyens américains qui ont vu leur vie détruite par la frontière ouverte de Kamala Harris. C'est un scandale. Et je pense que... Je suis d'accord avec vous, je pense que vous voulez résoudre ces problèmes, mais je ne pense pas que Kamala Harris veuille résoudre les problèmes. C'est les forces de l'ordre qui ont demandé ce projet de loi. Elles ont aidé à l'élaborer. C'est elles qui l'ont soutenu. C'est parce qu'elles savent que nous devons faire ça. Écoutez, le problème de continuer à soulever ça, de ne pas y faire face, de blâmer les migrants pour tout, en matière de logement, nous pourrions parler un peu des spéculateurs de Wall Street qui achètent des logements et les rendent moins abordables. Et ça devient un blâme. Écoutez, ce projet de loi donne également l'argent nécessaire pour juger. Je suis d'accord, mais ça devrait pas prendre 7 ans pour avoir une demande d'asile traitée. Ce projet de loi le fait en 90 jours. Alors, vous commencez à faire une différence ici et vous commencez à adhérer à ce que nous savons, vous savez, les principes américains. Je ne parle pas beaucoup de ma foi, mais Matthieu 25 parle de ce que nous devons faire aux plus petits d'entre nous. Et je pense que c'est vrai pour la plupart des Américains. Ils veulent simplement un ordre à cela. Le projet de loi le fait, il est financé, il est soutenu par ceux qui le font et permet de gérer avec dignité et de la manière dont nous traitons les autres. Et juste pour clarifier à nos téléspectateurs, Springfield, Ohio a un grand nombre de migrants haïtiens qui sont un statut légal, un statut de protection temporaire. Merci, sénateur. Oui, non, nous avons d'autres sujets à aborder. Je pense que c'est important, parce que l'économie... Margaret, les règles que vous alliez... En fait, il faut... Écoutez, puisque vous me fact-checkez, je vais vous dire vraiment ce qui se passe là-bas. Donc, il existe une application, un dossier appelé l'application CBP, où vous pouvez vous inscrire en tant que migrant illégal et demander l'asile, ou une demande de libération conditionnelle pour obtenir un statut légal, d'un simple coup de baguette magique grâce au système de frontières ouvert de Kamala Harris. Ce n'est pas une personne qui rentre demandant une carte verte et attend en disant « Merci, sénateur ». Oui, non, c'est l'immigration illégale, Margaret. Merci, sénateur, vous avez décrit le processus légal. Nous avons plein de choses à aborder, sénateur. Non, il faut... c'est en vigueur. Merci, messieurs. Thank you, gentlemen. Messieurs, le public ne veut plus entendre parce que vos micros sont coupés. Gentlemen, the audience can't hear you because your mics are cut. We have so Nous avons tant de choses à aborder. Nous devions expliquer ce processus légal. Nora. Oui, merci, Margaret. L'économie est une préoccupation majeure pour les électeurs. Chacune de vos campagnes a publié un plan économique. Alors, parlons des détails. Gouverneur Walz, la vice-présidente Harris a dévoilé un plan qui inclut des milliards de crédits d'impôt pour les usines, le logement et un crédit d'impôt pour les enfants. Le Wharton School dit que vos propositions augmenteraient le déficit de la nation de 1,2 trillion de dollars. Alors, comment financeriez-vous sans faire exploser le déficit? Gouverneur, je vous donne 2 minutes. Oui, merci. Kamala Harris et moi croyons au pouvoir d'achat, parce que c'est de là d'où nous venons. Nous avons tous les deux grandi là-dedans, dans la classe moyenne, nous comprenons. Donc, ceux d'entre vous qui nous écoutez ce soir, vous entendez peut-être des choses, des échanges, des débats, et vous devriez écouter, mais... Comment est-ce que ça va vous impacter? Le plan audacieux que Kamala Harris a proposé aborde en particulier ce problème du logement. La seule chose, c'est qu'il y a 3 millions de nouvelles maisons proposées dans le cadre de ce plan, avec une aide au versement initial pour vous permettre d'acheter une maison. Une maison est un bien, et bien plus un bien qu'un simple actif à échanger. C'est fondamentalement là où vous vivez. Et puis, il faut s'assurer que les choses que vous achetez chaque jour, qu'il s'agisse de médicaments sur ordonnance ou autres, soient équitables. Regardez, l'insuline à 35 $ est une bonne chose, mais il coûte que 5 $ à fabriquer. Avant que cette loi n'entre en vigueur, il l'a facturé 800 $.
En ce qui concerne le logement, j'ai constaté que dans le Minnesota, il y a 12% de maisons en plus à Minneapolis. Les loyers ont diminué de 4%. Ça fonctionne comme politique. Et ensuite, il faut s'assurer que les réductions d'impôts profitent à la classe moyenne. Le crédit d'impôt de $6 000, nous en avons déjà un dans le Minnesota. Ça a réduit la pauvreté infantile d'un tiers. Nous économisons de l'argent à long terme et nous ferons ce qu'il faut pour les familles. Et ensuite, il faut aider les entreprises à se développer. La loi actuelle prévoit un crédit d'impôt de $5 000 pour les petites entreprises. On pourrait nécessairement l'augmenter à 50 000. Maintenant, c'est une différence philosophique entre nous. Donald Trump a fait une promesse, et je vous l'accorde, il l'a tenue. Il a emmené des gens à Mar-a-Lago, des gens très riches, et il leur a donné des réductions d'impôts. Il a donné des réductions d'impôts qui ont principalement bénéficié à la classe supérieure. Ce qui s'est passé, c'est une augmentation de 8 trillions de dollars de la dette nationale, la plus importante de l'histoire. Maintenant, il propose une taxe sur la consommation, une taxe de TVA de 20% sur tout ce que nous importons. Tout le monde est d'accord, y compris les entreprises, que ça augmenterait l'inflation et ça pourrait potentiellement mener à une récession. Regardez, c'est simple pour vous. Où allons-nous? Kamala a dit que nous allons faire des choses qu'elle veut faire. Nous demanderons simplement aux plus riches de payer leur juste part d'impôts. Sénateur, je voudrais vous donner une minute pour répondre. De même, la Wharton School a réalisé une analyse du plan de Trump et a dit qu'il augmenterait le déficit de la nation de 5,8 trillions de dollars. Ma question est la même pour vous. Comment financerez-vous tout cela sans faire exploser le déficit? Je vous donne 2 minutes. Eh bien, tout d'abord, vous allez entendre beaucoup de Tim Walz ce soir et vous venez de l'entendre dans sa réponse. Beaucoup de ce que Kamala Harris propose de faire. Et certaines de ses propositions, je vous le dis honnêtement, semblent plutôt bonnes. Voici ce que vous n'entendrez pas. Kamala Harris l'a déjà fait, parce qu'elle est vice-présidente depuis 3 ans et demi. Elle a eu l'occasion de mettre en œuvre toutes ces grandes politiques. Et ce qu'elle a réellement fait à la place, c'est faire augmenter le coût de la nourriture de 25%, faire augmenter le prix des logements de 60%. Ouvrir la frontière sud-américaine et rendre la vie de la classe moyenne inabordable pour un grand nombre d'Américains. Si Kamala Harris a d'aussi grands projets pour résoudre les problèmes pour la classe moyenne, alors elle devrait les mettre en œuvre maintenant. Pas lorsqu'elle demandera une promotion, mais dans le travail que le peuple américain lui a confié il y a 3 ans et demi. Et le fait qu'elle ne le fasse pas en dit long sur la confiance qu'on peut lui accorder sur ses projets réels. Maintenant, le plan économique de Donald Trump n'est pas seulement un plan, mais c'est aussi un bilan. Beaucoup de ces mêmes économistes ont attaqué le plan de Donald Trump, et ils avaient des doctorats, mais ils n'avaient pas de bon sens, et ils n'ont pas de sagesse, parce que les politiques économiques de Donald Trump ont donné le plus haut salaire net en une génération de ce pays, 1,5% d'inflation, et pour couronner le tout, la paix et la sécurité partout dans le monde. Donc, quand les gens disent que le plan économique de Donald Trump n'a pas de sens, je dis, regardez son bilan. Il a offert les salaires nets les plus hauts pour les travailleurs américains. Maintenant, Tim admet avec mérite qu'il veut annuler les réductions d'impôts de Donald Trump. Mais si vous regardez qui était concerné par les réductions d'impôts de Donald Trump, même par rapport au précédent plan de réduction d'impôts des Républicains, c'était en fait une grande partie de ces ressources était destinée aux plus bas salaires pour les salaires nets de la classe moyenne et ouvrière. Cela a été adopté en 2017 et vous avez vu un boom économique américain, comme on l'a jamais vu dans une génération de ce pays. C'est un bilan dont je suis fier de m'appuyer. Et nous allons revenir à cette sagesse et au bon sens pour que nous puissions à nouveau vivre le rêve américain. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des difficultés. Beaucoup s'inquiètent de payer leurs factures. Cela va s'arrêter lorsque Donald Trump ramènera le bon sens dans notre pays. Gouverneur, voulez-vous répondre à cela? Eh bien, le premier jour de Kamala Harris était en fait la suite de l'échec de Donald Trump sur le Covid qui a conduit à l'effondrement de notre économie. Nous étions déjà avant le Covid dans une récession manufacturière avec 10 millions de personnes au chômage, le plus grand pourcentage depuis la Grande Dépression. 9 millions d'emplois fermés à ce moment-là. C'était son premier jour. Que ce soit la loi sur les infrastructures ou d'autres choses, nous avons avancé. Maintenant, nous avons posé une question sur les experts qui ont dit ça. J'ai noté votre question. Les économistes ne peuvent pas être fiables. Vous dites que la science ne peut pas être fiable. Les experts en sécurité nationale ne peuvent pas être fiables. Regardez, si vous voulez être président, vous n'avez pas toutes les réponses. Donald Trump croit qu'il a toutes les réponses. Mon conseil du jour est le suivant. Si vous avez besoin d'une opération à cœur ouvert, écoutez les gens de la clinique, pas Donald Trump. Et je veux vous poser la question aux enseignants, infirmières, chauffeurs de camion, peu importe. Comment est-ce juste que vous payez des impôts chaque année et que Donald Trump n'a pas payé d'impôts fédéraux au cours de ces 15 dernières années? Ni même l'année dernière en tant que président. Et ils se vantent de ça. Nous demandons simplement l'équité. Vous avez une minute. Oui, gouverneur, vous dites de faire confiance aux experts, mais ces mêmes experts ont, pendant 40 ans, dit qu'il fallait délocaliser les entreprises en Chine, que nous aurions des biens moins chers. Ils ont menti sur ce sujet.
Ils ont dit que si nous expédions notre base industrielle dans notre pays, au Mexique et ailleurs, cela renforcerait la classe moyenne. Ils avaient tort sur ce sujet. Ils avaient tort sur l'idée que si nous rendions l'Amérique moins autonome, moins productive dans notre propre nation, cela rendrait d'une manière ou d'une autre la classe moyenne mieux lotie. Et ils avaient tort sur ce sujet. Et pour la première fois en une génération, Donald Trump a eu la sagesse et le courage de dire que ce consensus bipartisan, nous ne continuerons pas à le faire. Nous ramènerons les usines aux États-Unis, nous libérerons l'énergie américaine, nous allons produire davantage avec nos propres biens. Et ce n'est pas seulement une question économique. Je vais avoir 3 magnifiques petits-enfants à la maison et je les aime beaucoup et j'espère qu'ils sont au lit en ce moment. Mais regardez, en tant que médicaments, les produits pharmaceutiques que nous donnons à nos enfants sont fabriqués dans des nations qui nous haïssent. Et cela doit cesser. Nous devons arrêter d'écouter les experts. Nous allons arrêter d'écouter et commencer à écouter le bon sens. Sénateur, Gordon Wells, pouvez-vous aborder cela? Je veux dire, les électeurs disent qu'ils font davantage confiance à Donald Trump sur l'économie. Pourquoi? Si vous écoutez ce soir, vous voulez que les milliardaires obtiennent des réductions d'impôts. Et vous avez entendu ce qu'étaient les chiffres. Regardez, je suis un gars des syndicats, moi. Je suis pas quelqu'un qui veut des délocalisations, mais je comprends que nous produisons du soja et du maïs, nous avons besoin de partenaires commerciaux équitables, c'est quelque chose auquel nous croyons. Je pense que ce qui me préoccupe le plus qu'à ce sujet, c'est que Donald Trump a été celui qui a créé le plus grand déficit commercial de l'histoire américaine avec la Chine. Donc la rhétorique est bonne, une grande partie de ce que le sénateur vient de dire, je suis d'accord avec lui là-dessus, je l'ai vu se produire aussi, je l'ai vu dans mes communautés et nous en avons discuté. Nous avions des personnes qui sapent le droit de négocier collectivement. Nous avions des états de droit du travail qui rendaient cela très difficile. Nous avions des entreprises prêtes à expédier cela et nous avions des gens qui en tiraient profit, des gens de capital risque, de certains des investissants de l'argent dans des entreprises étrangères. Nous sommes d'accord sur le fait que nous devons ramener ces jobs à la maison. Le problème, c'est que Donald Trump en parle et Kamala Harris a un bilan de 250 000 nouveaux emplois. Regardez ce que le gouvernement Wells vient de dire. Il a tout d'abord dit que Donald Trump devait écouter les experts. Et puis, lorsqu'il a reconnu que les experts faisaient aussi des erreurs, il a dit « Eh bien, Donald Trump n'a pas fait aussi bien que les statistiques montrent qu'il aurait dû faire. » Donc, ce que Tim Wells fait, et je pense sincèrement qu'il a un travail difficile ici, parce que il doit prétendre que Donald Trump n'a pas présidé des augmentations de salaire alors ce qu'il a fait. Il doit prétendre que Donald Trump n'a pas réduit l'inflation alors que bien sûr il l'a fait. Et puis, vous devez simultanément défendre le bilan économique désastreux de Kamala Harris qui a rendu l'essence, les courses et les logements inabordables pour les citoyens américains. J'ai été élevé par une femme qui s'est parfois endettée médicalement pour pouvoir mettre de la nourriture sur la table de notre foyer. Je sais ce que c'est de ne pas pouvoir se permettre d'acheter les choses dont on a besoin. Nous pouvons faire tellement mieux. À tous ceux qui nous regardent, nous pouvons revenir à une Amérique qui est à nouveau abordable. Il suffit de nous revenir à du bon sens économique. Eh bien, j'espère que l'on parlera du sujet de santé. Sénateur-gouverneur, s'il vous plaît. Oui, nous avons beaucoup de sujets à aborder, messieurs. Mais en ce moment, je veux vous parler de vos qualifications personnelles. Le vice-président est souvent la dernière voix que le président entend avant de prendre des décisions importantes. Nous voulons vous interroger sur vos qualités de leadership. Gouverneur Walz, vous avez dit que vous étiez à Hong Kong pendant les manifestations mortelles de Tiananmen en 1989. Mais la radio publique du Minnesota et d'autres médias rapportent que vous n'aviez en fait voyagé en Asie que plus tard, en août de cette année-là. Pouvez-vous expliquer cette différence? Can you explain that discrepancy? Eh bien, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas compris au début, écoutez, j'ai grandi dans une petite ville rurale du Nebraska, une ville de 400 habitants, où l'on pouvait faire du vélo avec ses amis jusqu'à ce que les lampadaires s'allument, et j'en suis fier. J'ai rejoint la garde nationale à 17 ans, travaillé dans une ferme familiale, puis j'ai utilisé le GI Bill pour devenir enseignant. J'étais passionné par cela, un jeune enseignant. Ma première année, j'ai eu l'opportunité pendant l'été 89 de voyager en Chine. Il y a 35 ans, j'ai pu faire ça. Et je suis revenu chez moi et j'ai ensuite lancé un programme pour y emmener des jeunes. Nous emmenions des équipes de basket, des équipes de baseball, des danseurs et nous faisions des allers-retours en Chine. Le but était d'y apprendre. Maintenant, regardez ma communauté. Ils savent qui je suis. Ils ont vu où j'étais. Regardez, je serai le premier à dire que j'ai donné de mon cœur à ma communauté. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais je n'ai pas été parfait et j'ai parfois dit des bêtises. Mais ça a toujours été au sujet de ces mêmes personnes et ils m'ont élu au Congrès pendant 12 ans. Et le Congrès, j'étais l'un des bipartisans à travailler sur des sujets comme les projets de loi agricoles qui ont été réalisés, à travailler sur des prestations pour les anciens combattants. Et puis, les gens du Minnesota m'ont élu gouverneur 2 fois. Donc, regardez, mon engagement a été dès le début de m'assurer que je suis là pour le peuple et de m'assurer que je fais
fait mon travail correctement. Je dirais plus que tout, de nombreuses fois, je parle beaucoup. Je m'emporte sur ma rhétorique. Mais être présent, l'impact que ça a eu, la différence que ça a fait sur ma vie, j'ai beaucoup appris sur la Chine. J'entends les critiques à ce sujet. Je ferai valoir que Donald Trump aurait dû venir dans un de ses voyages avec nous. Je vous garantis qu'il n'aurait pas loué Xi Jinping à propos de la Covid. Et je vous garantis qu'il n'aurait pas commencé une guerre commerciale qu'il a fini par perdre. Donc, il suffit d'essayer de comprendre le monde. Il suffit d'essayer de faire de votre mieux pour votre communauté. Et ensuite, il s'agit de mettre en avant et de laisser nos concitoyens comprendre ce qui se passe. Mon engagement, que ce soit en tant qu'enseignant, ce que j'ai fait, ont été aussi en tant que bon soldat ou en étant membre du Congrès. Ce sont des valeurs que les gens apprécient. Gouverneur, juste pour suivre cette question, pouvez-vous expliquer que vous ayez menti ? Tout ce que j'ai dit sur ce sujet, c'est que je suis arrivé là-bas cet été et que je me suis trompé sur ce sujet. J'ai mal parlé. Donc, voilà ce que j'ai dit. Donc, j'étais là, à Hong Kong, en Chine, pendant les manifestations pour la démocratie. Et à partir de ça, j'ai appris beaucoup sur ce que je devais faire en matière de gouvernance. Merci, gouverneur. Sénateur Vance, en 2016, vous avez qualifié votre colistier Donald Trump d'inapte à occuper la plus haute fonction du pays. Et vous avez dit qu'il pouvait être le Hitler américain. Je sais que vous avez dit plusieurs fois que vous êtes exprimé vos regrets à propos de ces commentaires et expliqué que vous aviez ensuite voté pour Donald Trump en 2020. Mais le Washington Post a rapporté de nouveaux messages la semaine dernière dans lesquels vous avez également dénigré le bilan économique de Donald Trump lorsqu'il était président. Écrivant à quelqu'un en 2020, je cite, « Trump a complètement échoué à livrer son populisme économique ». Vous êtes maintenant son colistier. Et vous avez changé de nombreuses fois de position politique pour vous aligner sur les siennes. Si vous deveniez vice-président, pourquoi est-ce que les Américains devraient vous faire confiance alors que vous donnerez à Donald Trump les conseils dont il a besoin d'entendre et pas seulement les conseils qu'il veut entendre ? Vous avez 2 minutes. Eh bien, tout d'abord, Margaret, parce que j'ai toujours été ouvert. Et parfois, bien sûr, j'ai été en désaccord avec le président. Et j'ai aussi été extrêmement ouvert sur le fait que j'avais tort à propos de Donald Trump. J'avais tort d'abord parce que j'ai cru certaines des histoires que les médias, qui se sont révélées être des fabrications malhonnêtes sur son bilan. Mais surtout, Donald Trump a tenu ses promesses envers le peuple américain. Des salaires en hausse, des salaires nets en hausse, une économie qui a fonctionné pour les Américains normaux, une frontière plus sécurisée. Beaucoup de choses, en fait, que je ne pensais pas qu'il serait capable de livrer. Et oui, quand vous vous trompez, quand vous vous exprimez mal, quand vous faites une erreur et que vous changez d'avis, vous devez être honnête avec le peuple américain à ce sujet. C'est l'une des raisons, Margaret, pour lesquelles j'ai fait tant d'interviews. Car je pense qu'il est important d'expliquer réellement au peuple américain où je me positionne sur les problèmes et ce qui a changé. Maintenant, vous avez souligné certains messages de 2020. Margaret, j'ai été extrêmement cohérent sur le fait que je pense qu'il y ait beaucoup de choses que nous aurions pu faire mieux dans l'administration Trump la première fois, si le Congrès avait fait son travail. Je crois fermement, et j'ai été sénateur des États-Unis, que le Congrès n'est pas seulement une société de débat haut de gamme. Ce n'est pas juste un forum pour que les sénateurs et les membres du Congrès se plaignent des problèmes. C'est un forum pour gouverner. Donc, il y a beaucoup de choses sur la frontière, sur les taxes d'importation par exemple, oui, où je pense que nous aurions pu faire plus si le Congrès républicain et les démocrates au Congrès avaient fait un peu mieux pour gouverner le pays. Ils étaient tellement obsédés par destituer Donald Trump qu'ils ne pouvaient pas réellement gouverner. Et je veux répondre sur cette question des taxes d'importation en particulier, Margaret, parce que Tim vient d'accuser et dire que c'était une TVA nationale. Regardez, vous allez être surpris de m'entendre faire l'éloge de Joe Biden, mais la seule chose que Joe Biden a fait qui est bien, c'est qu'il a continué certaines des taxes d'importation mises en place par Trump, qui ont protégé les emplois d'usines américains. Et c'est la seule chose, la partie la plus favorable aux travailleurs de l'administration Biden. C'est la question sur laquelle Kamala Harris s'est éloignée du bilan de Joe Biden. Pensez-y, si vous essayez d'employer des esclaves en Chine à $3 par jour, vous allez le faire et sous-coter les salaires des travailleurs américains, à moins que notre pays ne se lève et dise que vous n'accéderez pas au marché, à moins de payer aux Américains et à la classe moyenne un salaire équitable. Gouverneur Walz, après l'annulation de Roe v. Wade, vous avez signé une loi qui a fait du Minnesota l'un des États les moins restrictifs en matière d'avortement. L'ancien président Trump a déclaré lors du dernier débat que vous croyez que l'avortement, je cite, « au 9e mois est absolument acceptable ». Oui ou non? Est-ce que vous soutenez? Je vous donne 2 minutes. Ce n'est pas ce que la loi dit. Vous écoutez, mais écoutez cette question et celle qui préoccupe tout le monde. Donald Trump a tout mis en mouvement. Il se vante d'avoir nommé les juges et d'avoir annulé Roe versus Wade. 52 ans d'autonomie personnelle. Et ensuite, il nous dit « Oh, nous envoyons tout ça vers les États. C'est une bonne chose. » Amanda Zaworski ne serait pas d'accord avec vous.
une jeune mariée du Texas, attendant un enfant à 18 semaines. Elle a une complication, une déchirure dans une membrane, et elle doit rentrer. Les soins médicaux, à ce moment-là, doivent être décidés par des médecins, et ça aurait dû être un avortement. Mais au Texas, cela aurait mis les médecins dans un danger légal. Elle est alors rentrée chez elle, a contracté une septicémie et a failli mourir. Et maintenant, elle pourrait avoir des difficultés à avoir des enfants dans le futur. Et il y a au Kentucky, Aidley Jolie, un enfant de 12 ans qui a été violé et mis enceinte par son beau-père. Ce sont des choses horribles. Et lorsqu'on lui a posé la question, le sénateur Vance a dit que 2 torts ne faisaient pas un bien. Donc, au Minnesota, ce que nous avons fait, c'est restaurer Roe versus Wade. Nous avons veillé à ce que nous mettions les femmes aux commandes de leurs soins de santé. Mais regardez, ce n'est pas là où, si vous ne connaissez pas Amanda ou Aidley, vous le saurez bientôt, le projet 2025 va avoir un registre de grossesse. Cela va rendre plus difficile, sinon impossible, d'obtenir des contraceptifs et limiter l'accès au traitement de fertilité. Pour beaucoup d'entre vous qui écoutez, moi y compris, les traitements de fertilité sont la raison pour laquelle j'ai un enfant. C'est l'affaire de personne d'autre, mais ces choses sont proposées. Et le prétexte à cela est que les États décideront de ce qui est juste pour le Texas, et peut-être pas par Washington. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est un droit humain fondamental. Nous avons vu la mortalité maternelle s'envoler au Texas, dépassant celle de nombreux autres pays du monde. Il s'agit de soins de santé. Au Minnesota, nous sommes passés de premiers en matière de santé pour une raison. Nous faisons confiance aux femmes, nous faisons confiance aux docteurs. Sénateur, souhaitez-vous répondre aux déclarations? Créerez-vous une agence fédérale de surveillance des grossesses? Non, on n'aura absolument pas. Et je veux parler de ce sujet parce que je sais que beaucoup d'Américains s'en préoccupent. Et je sais que beaucoup d'Américains ne sont pas d'accord avec tout ce que j'ai dit dans le passé sur ce sujet. J'ai grandi dans une famille de la classe ouvrière, dans un quartier où je connaissais beaucoup de jeunes femmes qui avaient des grossesses non planifiées et qui ont décidé de mettre fin à ces grossesses parce qu'elles pensaient qu'elles n'avaient pas d'autre option. L'une d'elles est d'ailleurs très chère à mon cœur, et je sais qu'elle regarde ce soir, et je l'aime. Et elle m'a dit quelque chose il y a quelques années qui lui faisait sentir que si elle avait eu cet avortement, cela aurait détruit sa vie. Et je pense que ce que je tire de cela, en tant que républicain, qui veut fièrement protéger la vie innocente de ce pays, qui veut fièrement protéger les vulnérables, c'est que mon parti, nous devons faire beaucoup mieux pour regagner la confiance du peuple américain sur ce sujet, où ils ne nous font franchement plus confiance. Et je pense que c'est l'une des choses que Donald Trump et moi nous efforçons à faire. Je veux que nous, en tant que parti républicain, soyons pro-famille dans le sens le plus complet du terme. Je veux que nous soutenions les traitements de fertilité. Je veux que ce soit plus facile pour les mamans d'accoucher. Je veux qu'il soit plus facile pour les jeunes familles de s'offrir une maison afin qu'elles puissent se permettre d'élever cette famille. Et je pense qu'il y a tant de choses que nous pouvons faire sur le plan des politiques publiques simplement pour donner aux femmes plus d'options. Maintenant, bien sûr, Donald Trump a été très clair sur la politique d'avortement en particulier. Et nous avons un grand pays qui est très divers. Et la Californie a un point de vue différent sur cela que la Géorgie. La Géorgie a un point de vue différent sur le sujet que l'Arizona. Et la manière appropriée de gérer cela, aussi délicate la question soit-elle, c'est de laisser les électeurs prendre la décision, laisser les États individuellement établir leur politique sur l'avortement. Et je pense que c'est ce qui a le plus de sens. Dans un pays très grand, très divers et, soyons honnêtes parfois, très très chaotique et divisé. Gouverneur, aimeriez-vous répondre et également répondre sur la question sur les restrictions? Oui, eh bien, la question a été posée lorsque Donald Trump a fait l'accusation, qui n'était pas vraie, au sujet du Minnesota. Eh bien, laissez-moi vous parler de cette idée qu'il y a des États divers. Il y a une jeune femme nommée Amber Thurman. Elle se trouvait en Géorgie, un État avec beaucoup de restrictions. À cause de cela, elle a dû voyager sur une longue distance jusqu'en Caroline du Nord pour essayer d'obtenir des soins. Amber Thurman est morte lors de ce trajet. Le fait est, comment pouvons-nous en tant que nation dire que votre vie et vos droits, aussi fondamentaux que le droit de contrôler votre propre corps, soient déterminés par la géographie? Il y a de très fortes chances qu'Amber Thurman, si elle avait vécu au Minnesota, soit encore en vie aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons restauré Roe v. Wade. Quand vous entendez parler de ce sujet, la vice-présidente Harris et moi, vous entendez que nous parlons exactement de la même chose. Donald Trump essaie de voir comment tirer parti de cela politiquement. J'ai beaucoup d'accord avec ce que dit le sénateur Vance sur ce qui se passe. Son colistier, cependant, ne le fait pas, et c'est ça le problème. Gouverneur, votre temps est écoulé. Sénateur, permettez-moi de vous interroger sur le sujet. Dans le passé, vous avez été en faveur d'une interdiction de l'avortement au niveau national.
D'ailleurs, vous avez dit que si quelqu'un ne peut pas soutenir une législation comme celle-ci, je cite, « Vous rendez les États-Unis le régime pro-avortement le plus barbare au monde ». Ma question est, pourquoi avez-vous changé de position? Eh bien, Nora, tout d'abord, je n'ai pas soutenu une interdiction nationale. J'ai dit pendant ma campagne pour le Sénat de 2022 que je parlais de la mise en place d'une certaine norme nationale minimale. Par exemple, nous avons une interdiction de l'avortement tardif au niveau fédéral dans ce pays. Je ne pense pas que quelqu'un essaye de l'éliminer, ou du moins, je l'espère bien. Que je sache, les démocrates ont adopté une position très radicale pro-avortement. Mais Nora, vous savez, l'une des choses qui a changé, c'est au niveau de l'État de l'Ohio. Nous avons eu un référendum. En 2023, le peuple de l'Ohio a voté massivement, d'ailleurs contre ma position, pour favoriser l'avortement. Et je pense que ce que j'ai appris de cela, Nora, c'est que nous devons faire un meilleur travail pour regagner la confiance des gens. Beaucoup de jeunes femmes veulent démarrer une famille, mais ils voient que ça va poser problème à leurs relations, à leurs études et ce genre de choses, et nous devons regagner la confiance des gens. Et c'est pourquoi Donald Trump et moi nous engageons à poursuivre des politiques pro-famille, à rendre les soins des enfants plus accessibles, à rendre les traitements de fertilité plus accessibles, parce que nous devons faire un meilleur travail là-dessus. Et c'est ça le vrai leadership. Gouverneur, votre réponse? Je vais répondre à la question. En fait, je pense que nous sommes pro-femme, pro-liberté de faire son propre choix. Nous savons quelles sont les implications. Les femmes qui subissent de fausses couches, les femmes qui ne reçoivent pas les soins, les médecins qui craignent des poursuites pour avoir fourni ces soins. En ce qui concerne l'éducation de nos enfants et le fait de leur donner des options, le Minnesota est l'un des États avec le taux de grossesse adolescente le plus bas. Nous comprenons cela aussi. Nous savons que les options doivent être disponibles, et nous veillons à ce que cela soit vrai. Nous faisons également en sorte que nous soyons l'un des 3 meilleurs États en matière d'endroits pour élever les enfants. Mais ils essaient de nous dire qu'il faut être soit pro-enfant, soit pro-avortement, mais ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes pro-liberté pour les femmes de faire leur choix, et nous allons, avec Kamala Harris, faire valoir que nous laissons des options pour les enfants les plus abordables, avec un crédit d'impôt pour les enfants de $6 000, mais nous n'allons pas baser cela sur le dos des personnes comme Amber Thurman, qui doit parcourir 6 000 miles pour essayer d'obtenir des soins de santé. Sénateur, puis-je répondre à cela? Tout d'abord, gouverneur, je suis d'accord avec vous. Amber Thurman aurait dû rester en vie. Il y a beaucoup de gens qui devraient toujours être en vie, et je souhaite sincèrement qu'elle soit en vie. Mais peut-être vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi sur ce... Mais expliquez-moi cela. Lorsque je lis la loi du Minnesota que vous avez signée, le texte dit qu'un médecin qui procède à un avortement où le bébé survit, le médecin n'a aucune obligation de fournir des soins d'urgence à un bébé qui survit à un avortement tardif manqué. Je pense que vous soyez pro-choice ou pro-avortement, cela est fondamentalement barbare, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot, Nora. Parce que certaines de ces choses que nous avons vues, voulez-vous forcer les hôpitaux catholiques à pratiquer des avortements contre leur volonté? Parce que Kamala Harris a soutenu de poursuivre des religieuses catholiques pour violer les libertés de conscience. Nous pouvons être dans un grand pays où nous respectons la liberté de conscience des gens et rendre le pays plus pro-bébé et plus pro-famille. Oui, monsieur le gouverneur, répondez s'il vous plaît. Regardez, c'est une question très simple. Ce sont des décisions de femmes à prendre concernant leurs soins de santé et les médecins qui savent le mieux ce qu'ils doivent faire. Essayer de déformer la façon dont une loi est écrite pour essayer de prouver quelque chose, c'est pas ça qu'il faut faire. Où est-ce que j'ai eu tort, gouverneur? Dites-moi, où est-ce que j'ai eu tort? C'était pas la façon dont la loi est écrite. Regardez, j'ai donné cet avis sur beaucoup de choses en impliquant, ça a été mal lu et ça a été vérifié lors de plusieurs états. Mais mon point, c'est que sur cela, il y a une continuation de ces gens qui essaient de dire aux femmes ou de s'expliquer. Mais je le répète, les choses fonctionnent mieux lorsque Roe v. Wade était en place. Quand nous faisons une restauration de Roe, cela fonctionnera mieux. Cela ne nous exclut pas d'augmenter le financement pour les enfants. Cela ne nous exclut pas de nous assurer qu'une fois que ces enfants sont nés, comme au Minnesota, ils reçoivent des repas, ils reçoivent une éducation pour la petite enfance, ils reçoivent des soins de santé. Donc, se cacher derrière le fait que nous avons fait toutes ces choses alors que vous ne les proposez pas dans votre budget, Kamala Harris, elle les propose. Elle propose toutes ces choses pour rendre la vie plus facile pour les familles. J'ai posé une question spécifique, gouverneur, vous m'avez donné un slogan en réponse. C'est pas le cas, c'est pas ce que dit la loi. A été fact-checké avec le président Trump, il a sorti le même mensonge. Nous voulons maintenant aborder l'épidémie de violence par arme à feu en Amérique. La principale cause de décès pour les enfants et les adolescents en Amérique est par arme à feu. Sénateur Vance, vous vous opposez à la plupart des lois sur les armes à feu que les démocrates affirment pourraient réduire la violence par arme à feu. Vous vous opposez aux lois Red Flag et à la législation visant à interdire certains fusils semi-automatiques, y compris les AR-15. Alors, laissez-moi vous demander. Plus tôt cette année, pour la première fois, les parents d'un tireur dans une école ont été condamnés pour homicide involontaire et condamnés à 10 ans de prison.
Pensez-vous que rendre les parents responsables pourrait réduire les fusillades de masse? Je vous donne 2 minutes. Sur ce cas particulier, je ne connais pas tous les détails, mais je fais certainement confiance aux forces de l'ordre locales et aux autorités locales pour prendre des décisions. Je pense que dans ces cas-là, parfois la réponse pourrait être oui, d'autres fois ça pourrait être non, et les détails comptent vraiment ici, bien sûr. Par exemple, si un enfant vole une arme, ce sera différent que si un parent remet une arme, sachant que son enfant est potentiellement dangereux. Écoutez, je veux juste parler en tant que père de 3 beaux petits-enfants. Et notre aîné est maintenant en CE1. Et comme beaucoup de parents, nous envoyons nos enfants à l'école avec tant d'espoir, de joie et de fierté de voir leur petit visage le premier jour de l'école. Et malheureusement, nous savons qu'un grand nombre d'enfants vont être confrontés à cette terrible épidémie de violence par arme à feu. Et bien sûr, nos cœurs vont aux familles affectées par ces horreurs. Et nous devons faire mieux. Et je pense que le gouverneur Walz et moi sommes d'accord sur le fait que nous devons faire mieux sur ce sujet. La question est simplement comment y parvenir réellement. Maintenant, voici quelque chose qui me dérange vraiment et qui m'inquiète à propos de cette épidémie de violence. La grande majorité, près de 90% dans certaines statistiques que j'ai vues, de la violence armée dans ce pays est commise par des armes acquises illégalement. Et, puisqu'on en parle, nous savons que, grâce à la politique de frontières ouvertes de Kamala Harris, nous avons vu un afflux massif d'armes illégales introduites par les cartels de la drogue mexicains. Donc, ce nombre d'armes illégales dans notre pays est plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 3 ans et demi. Que ferions-nous maintenant pour les écoles? Que devrions-nous faire pour protéger nos enfants? Et je pense que la réponse est, et je dis cela sans aimer cette réponse particulièrement, car je ne veux pas que mes enfants aillent dans une école qui semble peu sûre ou qu'il y ait des signes visibles de sécurité, mais je pense malheureusement que nous devons augmenter la sécurité dans nos écoles. Nous devons renforcer les portes, nous devons rendre les portes plus solides, nous devons rendre les fenêtres plus solides. Et bien sûr, nous devons augmenter le nombre d'agents de sécurité dans les écoles, parce que l'idée que nous pouvons simplement agiter une baguette magique et retirer les armes entre les mains des méchants, cela ne correspond tout simplement pas à la réalité. Nous devons donc rendre nos écoles plus sûres. Et je pense que nous devons trouver des solutions bipartisanes pour y parvenir. Gouverneur, vous avez 2 minutes. Eh bien, je pense que tous les parents qui nous regardent ce soir, pour eux, c'est leur pire cauchemar. Écoutez, j'ai un fils de 17 ans qui a été témoin d'une fusillade dans un centre communautaire en jouant au volleyball. Ces choses ne vous quittent pas en tant que membre du Congrès. Je me suis mis à mon bureau, entouré de dizaines de parents de Sandy Hook, et ils regardaient la photo de mon fils de 17 ans sur le mur. Leur enfant de 17 ans était mort à eux. Et ils me demandaient d'agir. Et écoutez, je suis un chasseur, je possède des armes à feu. La vice-présidente aussi. Nous comprenons le second amendement qu'il existe, mais notre première responsabilité envers nos enfants est de trouver une solution. Au Minnesota, nous avons adopté des lois pour les red flags et des vérifications d'antécédents renforcées. Et nous pouvons commencer à recueillir des données. Et voici le problème. Si nous voulons vraiment résoudre ces problèmes, certains refusent même de permettre que des recherches soient faites sur la violence par arme à feu. Et cette idée que nous devons simplement vivre avec ce problème, je pense que c'est un point de départ pour la conversation. Je crois que 100% que le sénateur Vance déteste voir ses enfants. C'est abominable et ça brise le cœur. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas suffisant quand nous savons qu'il y a des choses qui fonctionnent. J'ai passé du temps en Finlande et j'ai vu certaines écoles finlandaises. Ils n'ont pas ce problème. Même s'ils ont un taux de possession d'armes à feu élevé dans le pays, il y a des mesures raisonnables que nous pouvons prendre pour faire une différence. Cela ne porte pas atteinte au second amendement. Et l'idée d'avoir certaines de ces armes en circulation, ça n'a tout simplement pas de sens. Kamala Harris, en tant que procureure générale, a travaillé sur le sujet. Elle sait que c'est un problème. Personne n'essaie de semer la peur en disant qu'on va vous prendre vos armes. Mais je vous demande à tous, voulez-vous que vos écoles ressemblent à une forteresse ? Est-ce vraiment là que nous devons arriver alors que nous savons que dans certains pays du monde, leurs enfants ne font pas ce type d'exercice ? Ils sont des enfants. Nous leur devons de trouver une solution. Ce sont des choses qui ne devraient pas être si difficiles. Vous pouvez garder vos armes et vous pouvez faire une différence. Nous devons le faire. Si vous écoutez ce soir, cela vous brise le cœur. Sénateur ? Tim, tout d'abord, je ne savais pas que ton fils de 17 ans avait été témoin d'une fusillade. Je suis désolé de l'apprendre. Et j'apprécie, je comprends tout ça. C'est terrible. Et j'apprécie ce que Tim a dit à propos de la Finlande, car je pense que cela illustre les différences franchement bizarres entre notre propre problème de violence armée et celui de la Finlande. Tout d'abord, nous avons des taux beaucoup plus élevés d'abus en matière de santé mentale ou d'abus de substances liées à la santé mentale. Nous avons des taux beaucoup plus élevés de dépression, des taux beaucoup plus élevés d'anxiété. Malheureusement, nous avons une crise de santé mentale dans ce pays qui, je pense vraiment, nécessite qu'on s'attaque aux causes profondes. Car je pense pas que ce soit toute la raison pour laquelle nous avons un si grave problème de violence par arme à feu, mais je pense que c'est une grande partie du problème.
Un autre facteur de cette épidémie de violence armée qui affecte aussi nos enfants, en fait, c'est la violence armée générale dans nos grandes villes. C'est pourquoi nous devons donner plus de moyens aux forces de l'ordre afin d'arrêter les criminels et de les mettre derrière les barreaux et de retirer ces armes de nos rues. Je pense qu'il y a une multitude de choses que nous pouvons faire sur ce sujet-là. Mais je pense qu'en ce qui concerne nos écoles, nous devons parler plus de la sécurité. Sénateur, merci. Gouverneur, vous vous êtes opposé auparavant à l'interdiction des armes d'assaut, mais vous avez changé de position plus tard dans votre carrière politique. Pourquoi ? Oui, je me suis juste assis derrière mon bureau avec les parents de Sandy Hook et je suis devenu ami avec des tireurs d'école. Je l'ai vu. Écoutez, la NRA, j'étais un gros gars de la NRA pendant longtemps. Ils enseignaient la sécurité des armes à feu. Je suis d'une époque où mon fusil de chasse était dans une voiture pour que je puisse chasser le faisan après l'entraînement de football. Ce n'est plus le monde dans lequel nous vivons. Et plusieurs choses que je veux mentionner à ce sujet, c'est en parlant des villes et des endroits où ça se passe, principalement, les endroits où il y a le plus de morts par arme à feu dans le Minnesota, ce sont les suicides ruraux. Et nous avons une épidémie d'enfants qui trouvent des armes et se tirent dessus. Donc nous avons ça, et nous devrions examiner tous les problèmes. S'assurer que les gens aient accès aux soins de santé, tout ça, mais je veux être très prudent. Cette idée de stigmatiser la santé mentale, juste parce qu'on a des problèmes de santé mentale, ne veut pas dire qu'on est violent. Et je pense que ce qu'on finit par faire, c'est chercher un bouc émissaire pour... Ce sont pas simplement... Parfois c'est juste les armes le problème. Il y a des choses qu'on peut faire à ce sujet, et je pense que c'est un sujet sur lequel il est sain de discuter. Je pense qu'il y a une possibilité de trouver des solutions qui fonctionnent. Passons maintenant au principal contributeur de l'inflation, le coût élevé des logements et des loyers. Il y a une pénurie de plus de 4 millions de logements aux États-Unis, ce qui contribue à une hausse du prix des logements. Gouverneur Walz, la campagne Harris promet une aide de 25 000 $ pour le paiement initial pour les primo-accédants, ainsi qu'un crédit d'impôt de 10 000 $. Ils promettent aussi de construire 3 millions de nouveaux logements. Où allez-vous construire ces logements ? Et ne pensez-vous pas que donner autant d'argent fera juste augmenter les prix ? Non, ce n'est pas un don. Premièrement, laissez-moi dire ceci. Le problème avec le logement, et je pense que ceux qui écoutent ce soir le savent, c'est qu'on a beaucoup de gens qui voient le logement comme une marchandise, comme la spéculation. Ça peut être acheté, ça peut être déplacé, ça peut être vendu ailleurs. Ce ne sont pas des gens qui vivent dans ces maisons. Ceux qui écoutent ce soir, pour eux, c'est un sujet important. Moi, je n'ai acheté et possédé qu'une seule maison dans ma vie. Ma mère vit toujours dans la maison où j'ai grandi. Et quand je pense à la maison, je pense à Noël, au service après la messe de minuit, où l'on se retrouve en famille. Nous devons rendre ça plus abordable. Et comme je l'ai dit, ce programme que la vice-présidente propose, c'est une nouvelle façon d'aborder ce sujet. C'est quelque chose que nous faisons déjà dans le Minnesota. Nous, dans l'État, nous avons investi pour faire en sorte que notre investissement dans le logement soit le plus important jamais réalisé. Ça commence à rendre les choses plus faciles. Nous avons réduit un certain nombre de bureaucraties. Les locaux... Regardez, on ne peut pas tout faire au niveau fédéral, mais les locaux facilitent la construction de ces maisons. Et ensuite, cette aide au paiement initial. Je veux vous dire à tous, pour moi, utiliser les prêts pour vétérans, c'était un prêt... Le plus grand avantage, c'est que, en fait, il ne faut pas payer d'acompte. Ce sont des choses qui rendent cela plus facile. Maintenant, bien sûr, vous allez rembourser et payer votre prêt au final, mais ce sont des choses qui, à long terme, créent une valeur appréciable, une richesse générationnelle. Et pour vous donner l'exemple de Minneapolis est la seule ville où nous avons constaté des taux d'inflation les plus bas, avec une augmentation de 12% du stock, parce que nous avons mis en place certaines de ces choses, et nous mettons en place un programme d'État pour aider à fournir une partie de cette assistance au paiement initial. Nous le récupérons des gens parce que voici ce que nous savons. En fait, les personnes avec un logement stable finissent par avoir un emploi stable. Les personnes avec un logement stable permettent d'avoir des enfants qui vont aller à l'école. Et toutes ces choses à long terme finissent par nous faire économiser sur les prestations sociales. Et c'est là, je pense que nous devrions trouver un terrain d'entente. Mais nous ne pouvons pas blâmer les immigrants comme étant la seule raison pour laquelle les problèmes existent dans ces nombreuses villes. La vérité est que nous n'avons pas assez de logements naturellement abordables. Et nous pouvons faire en sorte que le gouvernement soit là pour donner le coup d'envoi et créer cette base. Sénateur Vance, en ce qui concerne la position de votre campagne, la promesse est de saisir les terres fédérales pour construire des maisons, supprimer des réglementations et offrir des réductions d'impôts et réduire l'immigration. Où allez-vous construire toutes ces nouvelles maisons que vous promettez ? Et quelle partie de ce plan apportera un soulagement immédiat ? Vous avez 2 minutes.
Eh bien, tout d'abord, Tim vient de dire quelque chose avec lequel je suis d'accord. Nous ne voulons pas blâmer les immigrants pour le prix élevé des logements, mais nous voulons blâmer Kamala Harris pour avoir laissé entrer des millions d'illégaux dans ce pays, ce qui augmente les coûts, Tim. 25 millions d'immigrés illégaux qui rivalisent avec les Américains pour des maisons rares. C'est là l'un des principaux facteurs d'augmentation des prix des logements dans ce pays. C'est pourquoi nous avons constaté une augmentation massive des prix des logements qui se sont produits en même temps que l'augmentation massive de la population d'illégaux sous la direction de Kamala Harris. Maintenant, Tim a mentionné beaucoup d'idées. Certaines de ces idées, je les trouve plutôt correctes, et d'autres, je ne suis pas d'accord. Mais le plus important ici, c'est que Kamala Harris ne se présente pas en tant que nouvelle venue politique. Elle est vice-présidente en poste. Si elle veut mettre en œuvre toutes ses politiques pour rendre les logements abordables, je l'invite à utiliser le bureau pour lequel le peuple américain l'a déjà élu. Pas à rester là et à faire campagne et à ne rien faire pendant que les Américains trouvent que le rêve de posséder une maison est devenu complètement inabordable. Maintenant, je vous demande, Margaret, qu'est-ce qui changerait immédiatement la situation des citoyens américains et qui réduirait le coût? Eh bien, c'est réduire le coût de l'énergie. Comme le dit Donald Trump, il faut creuser comme jamais. L'un des principaux facteurs du coût du logement, en plus de l'immigration illégale, est le suivant. Pensez-y, si un chauffeur de camion paie 40% de plus pour le diesel, alors le bois qu'il livre sur le chantier pour construire des maisons devient également plus cher. Si nous ouvrons l'énergie américaine, vous obtiendrez un soulagement immédiat des prix pour les citoyens américains. Non seulement pour les logements, mais aussi pour une multitude d'autres biens économiques. For American citizens, not by the way just in housing, but in a whole host of other economic goods too. Sénateur Vance, il vous reste 23 secondes de temps de parole. Voulez-vous répondre à la question de où? Gouverneur, nous reviendrons vers vous dans un instant, mais sénateur, où allez-vous saisir des terres fédérales? Pouvez-vous clarifier? Eh bien, ce que Donald Trump a dit, c'est que nous avons beaucoup de terres fédérales qui ne sont pas utilisées. Elles ne sont pas utilisées pour des parcs nationaux, elles sont juste pas utilisées du tout. Elles pourraient être un endroit où nous pourrions construire beaucoup de maisons. Et je pense que nous devrions ouvrir la construction dans ce pays. Nous avons beaucoup de terres qui pourraient être utilisées. Nous avons beaucoup d'Américains qui ont besoin de maisons. Nous devrions expulser les immigrés illégaux qui se battent pour ces maisons et nous devrions construire plus de maisons pour les citoyens américains qui le méritent. Sénateur, votre temps est écoulé. Gouverneur, je veux dire que vous laissez répondre à cette accusation selon laquelle la vice-présidente laisser rentrer des immigrants. Eh bien, bien sûr que ce n'est pas vrai. En plus, je suppose que nous avons convenu qu'il fallait faire du fact-checking, mais je vais le faire, en fait. Regardez, les passages à la frontière sont en baisse par rapport au moment où Donald Trump a quitté ses fonctions. Mais encore une fois, blâmer et ne pas trouver de solution, je voulais en fait poser la question. Allez-vous forer et construire des maisons sur les mêmes terres fédérales? Et je pense que quand les gens entendent terres fédérales, en fait, ils imaginent que ce sont des terrains importants. Mais regardez, le Minnesota n'a pas beaucoup de terres fédérales. Et je sais pas, dans l'Ouest américain, il y en a, mais il y a beaucoup de ces terres fédérales. Il n'y a pas beaucoup de terres fédérales comme ça autour de Minneapolis, par exemple. Donc la question est la suivante. Moi, je comprends pas l'enjeu de ces terres fédérales. Et je dis ça comme quelqu'un qui se soucie profondément de nos parcs nationaux. Regardez, au Minnesota, nous protégeons nos terres. Nous avons environ 20% de l'eau douce mondiale. Mais encore une fois, le problème vient du fait que si vous traitez ces biens immobiliers comme des biens d'investissement, eh bien, c'est des gens qui trouvent des opportunités pour faire de l'argent. Prenons ces terres fédérales et vendons-les pour cela. Je pense qu'il y a de meilleures façons de faire ça. En fait, nous l'avons vu au Minnesota, on est capable de rénover certaines maisons, on peut faire des investissements, et je suis perplexe sur ce point. Les économistes, sénateur Vance, vous avez dit que vous n'aimiez pas les économistes. Gouverneur, votre temps est écoulé, mais sénateur, sur ce point, j'aimerais que vous clarifiez. Il y a de nombreux facteurs contribuant au coût élevé du logement. Quelles preuves avez-vous que les migrants font partie de ce problème? Eh bien, il y a une étude de la Réserve fédérale que nous serions heureux de partager après le débat. Vraiment dans les détails de l'impact de l'immigration, surtout illégale, sur les prix de l'immobilier. Bien sûr, ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi les régulations de Kamala Harris. Nous sommes un pays de bâtisseurs, nous sommes un pays d'exploreurs. Mais nous avons de plus en plus une administration fédérale qui rend plus difficile le développement de nos ressources et qui rend plus difficile la construction. Et qui veut jeter des gens en prison quand ils ne veulent pas faire exactement ce que Kamala Harris dit qu'il faut faire. Et ce que ça signifie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui adoreraient construire des maisons, mais qui ne peuvent pas. Et je suis d'accord avec Tim Walz. Nous devrions sortir de cette... Mais ce qui a le plus transformé les logements en investissements spéculatifs, c'est de les avoir rendus à des millions et des millions d'illégaux qui n'ont aucun droit d'être ici. Et vous parlez de quelle régulation exactement? Je vous laisse répondre rapidement. Oui, désolé. Et je comprends ça en tant que gouverneur, je ne suis pas nécessairement en désaccord avec tout, et dans certains cas, beaucoup de ces régulations sont locales, beaucoup d'entre elles se font au niveau de l'État. Je ne sais pas lesquelles sont fédérales, et je ne pense
pas à chaque fois que nous parlons de ces régulations, les gens pensent qu'ils peuvent s'en débarrasser. Je pense par exemple quand vous parlez de ce genre de régulation sur les protections incendies, ce genre de choses, est-ce que vraiment on veut s'en débarrasser? Merci, gouverneur. Messieurs, nous avons beaucoup de choses à aborder. Vous êtes passionné par la crise du logement, je peux le voir. Nora? Oui, merci. Un des principaux problèmes auxquels les Américains sont confrontés est le coût élevé des soins de santé. Sénateur Vance, lors du dernier débat présidentiel, l'ancien président Trump a été interrogé sur le remplacement de Obamacare. En réponse, il a dit qu'il avait un concept de plan. Depuis lors, sénateur, vous avez parlé de changer la manière dont les Américains chroniquement malades obtiennent une assurance de santé. Pourriez-vous expliquer comment ça fonctionnerait? Et pouvez-vous garantir que les Américains ayant des conditions préexistantes ne paieront pas plus? Je vous donne 2 minutes. Eh bien sûr, nous allons couvrir les Américains ayant des conditions préexistantes. En fait, beaucoup des membres de ma famille ont bénéficié de soins de santé. Et je crois, vous savez, des membres de ma famille ont en fait obtenu une assurance santé privée, au moins pour la première fois, passant de Medicaid à une assurance privée pour la première fois sous la direction de Donald Trump. Et je pense que, vous savez, beaucoup de gens ont critiqué cette remarque sur le concept de plan. Mais ça devient très bien, c'est du bon sens en fait. Je pense que Tim Walz sait qu'avec 12 ans au Congrès, que vous n'allez pas proposer un projet de loi de 900 pages juste en vous présentant et en le présentant comme ça d'une traite, ça ennuierait tout le monde à mourir. Et cela signifie en réalité que, il faut faire des échanges, des compromis et des négociations bipartisanes. Maintenant, lorsque Donald Trump était réellement président, et encore une fois, il a un bilan dont il peut être fier, le prix des médicaments sur ordonnance ont chuté en 2018 pour la première fois depuis très longtemps. Sous la direction de Kamala Harris, les prix des médicaments sur ordonnance ont augmenté de 7%. Sous les 4 années entières de Donald Trump, ils ont augmenté seulement d'environ 1,5%. Il a aussi introduit la transparence sur les prix. Pensez aux soins de santé. Quand vous allez à l'hôpital, vous essayez d'acheter quelque chose et personne ne sait combien ça coûte réellement avant d'avoir une prescription. Cette transparence sur les prix donnera en réalité aux consommateurs américains un peu plus de choix et fera également baisser les coûts. Et nous avons parlé des régulations sur les assurances, mais c'est ce dont je parlais. Regardez, Donald Trump a dit que ils permettront aux États d'expérimenter un peu sur la manière de couvrir à la fois les maladies chroniques mais aussi non chroniques. Et c'est pas juste un plan. Il en a en fait mis en œuvre certaines de ces régulations lorsqu'il était président. Et je pense que l'on peut faire un très bon argument qu'il a sauvé en fait Obamacare, qui était en train de s'effondrer sur son propre poids. Je pense que c'est un poids important sur le président Trump. Bien sûr, vous n'avez pas été d'accord avec tout ce que le président Trump a dit ou fait, mais lorsque Obamacare s'écrasait sous son propre poids, sous son propre fardeau réglementaire et de ses coûts de santé, Donald Trump aurait pu détruire le programme tout simplement. Il a à la place, travailler de manière bipartisane pour garantir que les Américains aient accès à des soins abordables. Ce n'était pas parfait, bien sûr, et il y a tellement que nous pouvons faire, mais je pense que Donald Trump a gagné le droit de mettre en place la meilleure politique de santé. Il l'a gagné parce qu'il l'a fait avec succès la première fois. D'accord, merci d'être un vieux. Comme je suis un vieux et que j'ai de la bouteille, je vais pouvoir vous expliquer. J'étais là quand ils ont voté Obamacare, et la raison pour laquelle c'était si important, c'est que je viens d'un état majeur en matière de soins de santé. 3M, Medtronic, all of those. Nous avons beaucoup de ces entreprises, Medical Alley, 3M, Medtronic. Nous comprenons les soins de santé. C'est pourquoi nous sommes classés meilleurs en termes d'accessibilité, de coût et de qualité de soins de santé. Et donc, ce que je sais, c'est que sous Kamala Harris, plus de personnes étaient couvertes qu'auparavant. Et ceux d'entre vous qui écoutent, c'est crucial pour vous. Maintenant, Donald Trump veut soudainement revenir en arrière et revenir sur ce qui a été fait. Il a dit que la première chose qu'il allait faire, c'était abroger Obamacare. Son premier jour, il a essayé de signer un décret pour dégager Obamacare. Il a signé un recours pour le dégager, mais il a perdu devant la Cour suprême. Mais il l'aurait abrogé si ça n'avait pas été pour le courage de John McCain qui a sauvé ce projet de loi. Maintenant, regardons vers l'avant. Ce que cela signifie pour vous, c'est que vous allez perdre en cas de conditions préexistantes. Si vous êtes assis chez vous et que vous avez de l'asthme, tant pis pour vous. Si vous êtes une femme, probablement pareil. Si vous êtes cassé le pied en jouant au foot, pareil, vous serez exclu. Vos enfants seront exclus de votre couverture à 26 ans. Kamala Harris a négocié le prix des médicaments pour la première fois avec Medicare. Nous avons 10 médicaments qui seront disponibles et les plus courants seront disponibles prochainement. Vous regardez ce problème. Et quand Donald Trump a dit qu'il avait un concept de plan, ça m'a bien fait rire en tant qu'enseignant. Parce que mes enfants ne m'auraient jamais dit, même mes enfants n'auraient jamais dit un truc comme ça. Mais ce que sénateur Vance vient d'expliquer pourrait être pire qu'un concept. Parce que ce qu'il a expliqué, c'était l'avant Obamacare. Et je vais rendre les choses le plus simple possible à expliquer. Parce que j'ai fait ça depuis longtemps. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est laisser les compagnies d'assurance privée choisir. Et ce que ça veut dire, c'est que ceux qui êtes plus âgés, ceux qui avaient un cancer, vous allez être exclus de votre assurance. C'est pourquoi le système n'a pas fonctionné. Kamala Harris va protéger et améliorer Obamacare. Merci, gouverneur.
Sénateur, vous n'avez pas encore expliqué comment vous protégeriez les personnes ayant des conditions préexistantes ou exposées à ces mutuelles. Eh bien, regardez, nous avons actuellement des lois et des régulations en place qui protègent les personnes ayant des conditions préexistantes. Nous voulons maintenir ces régulations en place, mais nous voulons également faire fonctionner le marché de l'assurance santé un peu mieux. Maintenant, ce que le gouverneur Walz vient de dire n'est pas tout à fait vrai. Une grande partie de ce qui s'est passé et la raison pour laquelle Obamacare était écrasé sous son propre poids, c'est que beaucoup de jeunes et de personnes en bonne santé quittaient les échanges. Donald Trump a en fait contribué à résoudre ce problème, et il l'a fait d'une manière qui préservait l'accès à la couverture des personnes ayant des conditions préexistantes. Mais encore une fois, quelque chose que ces gars-là font, c'est qu'ils font beaucoup de déclarations sur le fait que si Donald Trump devient président, toutes ces terribles conséquences vont en découler. Mais en réalité, Donald Trump était président et l'inflation était basse, les salaires nets étaient plus élevés et il a sauvé le programme, même d'une administration démocrate qui était en train d'éclater et qui se serait effondrée sans son leadership. Il a fait ce travail car il sait gouverner de manière bipartisane et obtenir des résultats. Et il n'est pas juste là à se plaindre des problèmes, mais il peut les résoudre. Gouverneur, l'inscription sous Obamacare a-t-elle augmenté sous l'administration Trump ? C'est plus élevé maintenant que nous l'avons vu augmenter, oui. Regardez, les gens l'utilisent, le système fonctionne. Et la question à propos de cela, des jeunes ou peu importe, c'est la partie du mandat individuel de ça. En fait, les républicains ont combattu bec et ongle en disant, eh bien, les Américains devraient... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pensez-vous que le mandat individuel est une bonne idée ? Je pense que l'idée est de s'assurer que le pool de risque est suffisamment large pour couvrir tout le monde. Quand ça fonctionne pas, cela s'effondre. Vous parlez de l'époque... avant Obamacare, mais regardez, les gens savent qu'ils doivent être couverts pour les soins de santé. Les gens s'attendent à ce que ce soit là, et quand nous sommes capables de le faire, et nous le faisons de manière quand nous incitons les gens à être sur les marchés d'assurance, quand nous aidons les personnes qui pourraient ne pas être en mesure de pouvoir y accéder, et nous assurons alors que lorsque vous tombez malade, que vous vieillissez, c'est pour vous en fait, parce que j'ai entendu des gens dire, eh bien, une fois qu'ils avaient passé 70 ans, eh ben, ils passaient sous Obamacare et on peut continuer à s'améliorer. Kamala va faire ça. La façon dont elle a amélioré tout en négociant par exemple ces 10 médicaments. Merci Margaret. Je m'excuse, mais nous avons plus de sujets. Parlons des familles en Amérique. Il y a une crise de garde d'enfants dans ce pays. Et les États-Unis sont l'un des très rares pays développés au monde sans programme national de congés payés pour les nouveaux parents. Gouverneur Walz, vous avez dit que si les démocrates remportent à la fois la Maison-Blanche et le Congrès, cela sera une priorité dès le premier jour pour vous. Combien de temps les employeurs devraient-ils être tenus de payer les travailleurs pendant qu'ils sont chez eux à s'occuper de leur nouveau-né ? Vous avez 2 minutes. Eh bien, c'est négociable, et c'est sur quoi le Congrès travaille. Mais voici le deal. Les Américains qui sont assis là, en ce moment, vous travaillez peut-être pour une grande entreprise. Regardez, nous sommes chez nous au Minnesota, où se trouvent certaines des plus grandes entreprises des Fortune 500. Kamala Harris le sait, elle est en Californie. Ces entreprises fournissent des congés familiaux médicaux payés. Je pense qu'ils estiment que c'est moral et qu'il s'agit d'une bonne chose, et cela maintient également leurs employés en bonne santé. Mais au Minnesota, nous avons adapté un congé familial médical payé. Moi, j'ai dû retourner au travail 5 jours après la naissance de mes enfants. Cela vous permettrait en fait de rester à la maison un certain temps. Ce que nous savons, c'est que cela donne à l'enfant un meilleur départ. La famille fonctionne mieux. Nous restons avec les employeurs, nous obtenons plus de cohérence dans cela. Ainsi, Kamala Harris en fait une priorité. Nous l'avons mise en œuvre au Minnesota et nous voyons une croissance. C'est ainsi que nous devenons un État pro-entreprise. Mais les négociations à ce sujet, en fait, voici le problème. Ces grandes entreprises sont capables de l'offrir. Ceux d'entre vous qui n'en ont pas, imaginez simplement ce qui se passe si vous êtes atteint d'un cancer ou si votre enfant tombe malade. Nous savons ce qui se passe. Vous finissez par rester chez vous. Dans certains cas, cela ne signifie pas de chèque de paie, car vous n'avez aucune protection sur ce sujet. C'est le cas de l'économie de Donald Trump qu'il a mis en place pour les riches. Il est prêt à donner ces réductions d'impôts aux riches. Il est prêt à dire « détruisez les syndicats, faites ce que vous voulez ». Ce que nous disons, c'est que l'économie fonctionne mieux quand elle fonctionne pour nous tous. Et donc, un programme de congé familial payé, et je vous le dirai, allez voir les familles et allez voir les entreprises et demandez-leur. En ce qui concerne la garde des enfants, c'est un sujet. Il faut mettre à côté l'offre et la demande. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les personnes les plus importantes de votre vie s'occupent de vos enfants ou de vos parents pour être payés le moins possible. Nous devons faciliter l'entrée des gens dans ce métier et ensuite nous devons s'assurer que les gens peuvent payer pour cela. Nous avons pu le faire dans l'État du Minnesota et je vous le dis encore, nous sommes classés comme un des meilleurs États sur le sujet. Un programme fédéral de congé familial payé et d'aide à ce sujet améliorera notre main-d'œuvre, améliorera nos familles et facilitera l'arrivée des enfants.
Sénateur, soutenez-vous un programme national de congés payés? Et si oui, combien de temps les employeurs devraient-ils être obligés de payer leurs employés pendant qu'ils sont chez eux à s'occuper de leur nouveau-né? Vous avez 2 minutes. Eh bien, tout d'abord, Margaret, un certain nombre de mes collègues républicains et certains démocrates aussi ont travaillé sur ce sujet. Et je pense qu'il y a une solution bipartisane parce que beaucoup d'entre nous se suscitent ce problème. Je veux dire, regardez, je parle de cela très personnellement parce que je suis marié à une belle femme qui est une mère incroyable de nos 3 enfants, mais qui est aussi une avocate d'entreprise très très brillante, et je suis fier d'elle. Mais être une mère qui travaille, même pour quelqu'un ayant tous les avantages de ma femme, c'est extrêmement difficile. Et c'est pas juste difficile d'un point de vue politique. Elle a en fait eu accès à des congés familiaux payés parce qu'elle travaillait dans une grande entreprise. Mais la pression culturelle sur ces jeunes familles, et surtout sur ces jeunes femmes, je pense, rend vraiment difficile pour ces gens le fait de choisir le modèle familial qu'ils veulent. Beaucoup de jeunes femmes aimeraient retourner travailler immédiatement. Certaines aimeraient passer plus de temps à la maison avec les enfants, certaines aimeraient passer plus de temps à la famille avec les enfants. Nous devrions avoir un modèle de soins familiaux qui rende le choix possible. Et je pense que c'est une différence substantielle très importante entre Donald Trump et l'approche Kamala Harris. Je veux dire, regardez si vous regardez les programmes fédéraux que nous avons, qui soutiennent les congés familiales payés en ce moment. Le Community Development Block Grant. Et il y a d'autres programmes de subvention qui débloquent de l'argent public pour le gouvernement fédéral. Ces programmes ne vont qu'à un seul type de modèle de garde d'enfants. Disons que vous aimeriez que votre église, peut-être, vous aide avec la garde d'enfants. Peut-être que vous aimeriez, dans une zone rurale ou urbaine, que vous aimeriez vous regrouper avec des familles de votre quartier pour fournir des soins d'enfants dans la manière qui fait le plus de sens pour vous. Vous n'avez pas accès dans ce cas-là à ces fonds fédéraux. Nous voulons promouvoir le choix dans la manière dont nous pouvons délivrer les soins familiaux et comment nous pouvons promouvoir la garde d'enfants. Parce que, regardez, c'est inacceptable. Et vous savez, bien sûr, Tim et moi, nous avons été sur la route de la campagne pendant plusieurs temps, pendant ces 7-8 dernières semaines. Et une des plus grandes plaintes que j'entends des jeunes familles, c'est que les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas d'option, qu'on leur demande de choisir entre travailler et s'occuper des enfants. C'est un fardeau incroyable à imposer aux familles américaines. Nous sommes le seul pays à le faire. Sénateur, merci. Vous avez également dit, sénateur Vance, beaucoup de choses sur les familles américaines. La Réserve fédérale dit que les parents dépenseront presque autant pour la garde des enfants que pour le logement chaque mois. Mais je veux avoir votre avis là-dessus. Le président Trump a récemment déclaré « Je sais que la garde des enfants est considérée comme coûteuse en comparaison. En fait, elle n'est pas très coûteuse par rapport au type de chiffres que nous allons recevoir. » Le président Trump est-il engagé envers le crédit d'impôt de $5 000 par enfant que vous avez décrit? Vous avez 1 minute. Eh bien, ce que dit président Trump a dit, en fait, Margaret, je vais défendre un peu mon colistier ici, c'est que nous allons recevoir beaucoup d'argent en pénalisant les entreprises pour avoir délocalisé des emplois à l'étranger et en pénalisant les pays qui emploient des esclaves et ensuite en expédient leurs produits dans notre pays en faisant baisser les salaires des travailleurs américains. C'est le cœur du plan économique de Donald Trump. Réduire les impôts pour les travailleurs américains et les familles américaines, réduire les impôts pour les entreprises qui embauchent et construire des entreprises aux États-Unis d'Amérique. Mais pénaliser les entreprises et les pays qui délocalisent des emplois à l'étranger. C'est le cœur de la proposition économique. Et je pense que ce que le président Trump dit, c'est que lorsque nous apportons ces revenus supplémentaires dans une croissance économique plus élevée, nous allons être en mesure de fournir des congés familiaux payés, des options de garde d'enfants viables et fonctionnelles pour de nombreuses familles américaines. Pouvez-vous clarifier comment cela résoudra la pénurie de garde d'enfants ? Eh bien, parce que, comme Tim l'a dit, une grande partie des pénuries de garde d'enfants, nous n'avons tout simplement pas assez de ressources investies dans ces multiples personnes qui pourraient fournir des options de soins familiaux. Nous allons devoir, malheureusement, nous allons devoir dépenser plus d'argent. Nous allons devoir insister plus de personnes à fournir des options de garde d'enfants pour les familles américaines. Parce que la raison pour laquelle c'est si cher en ce moment, c'est que vous avez trop peu de personnes fournissant ce service essentiel. Merci, sénateur. Gouverneur Walz, votre ticket a également quelques propositions de crédit d'impôt pour la garde d'enfants. Pensez-vous que le Congrès acceptera ce crédit de $6 000 pour les nouveau-nés et le crédit de $3 000 pour les enfants de plus de 6 ans, comme votre campagne l'a promis? Est-ce réaliste? Eh bien, si les membres du Congrès écoutent, eh bien, je veux vous le dire, c'est le plus gros problème. Tout le monde dit que c'est le plus gros problème. Je suis sûr qu'ils ont été choqués d'apprendre que ce n'est pas si cher. Et soyons clairs, que ce soit 5 000 ou 6 000, cela vous paie 3 ou 4 mois de garde. Soyons clairs sur notre situation, parce que nous pensons que nous allions nous en sortir sans payer ces gens, mais je pense pas que sénateur Vance et moi soyons si éloignés. Je suis pas opposé à ce dont il parle en termes d'options. Je pense qu'il faut des bourses de ce type. Je pense que nous devons être ouverts à la défense de ce genre de proposition.
Et le problème ici, c'est que c'est impossible de financer ça avec des taxes d'importation. $4,000 in the hole. That's Wharton School. Et ça, c'est dit par la Wharton School, c'est l'école de J.D. Vance. Et je pense que le problème ici, c'est que si les gens du Congrès, en fait, je peux pas croire qu'ils soient pas là. Lorsque je vais chez les entreprises, bien sûr, ils parlent des impôts de temps en temps, mais ils parlent aussi surtout de la garde des enfants. Parce que nous savons que le problème est, surtout dans un État comme le Minnesota, nous avons besoin de plus de travailleurs et plus de croissance. Eh bien, merci gouverneur, passons au sujet suivant. Parlons de l'état de la démocratie, le principal problème pour les Américains après l'économie et l'inflation. Après l'élection de 2020, la campagne du président Trump et d'autres ont déposé 62 poursuites pour contester les résultats, poursuites judiciaires. Les juges, y compris ceux nommés par le président Trump et d'autres présidents républicains, ont examiné les preuves et ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de fraude généralisée. Les gouverneurs de chaque État de la nation, républicains et démocrates, ont certifié les résultats de l'élection de 2020 et ont envoyé une liste légale d'électeurs au Congrès pour le 6 janvier. Sénateur Vance, vous avez dit que vous n'auriez pas certifié la dernière élection présidentielle et que vous auriez demandé aux États de soumettre des électeurs alternatifs. Cela a été qualifié d'inconstitutionnel et d'illégal. Cherchez-vous à contester à nouveau les résultats d'élection cette année, même si chaque gouverneur certifie les résultats? Je vous donne 2 minutes. Eh bien, Nora, tout d'abord, je pense que nous devons nous concentrer sur l'avenir. Nous devons trouver comment résoudre la crise d'inflation causée par les politiques de Kamala Harris, rendre le logement abordable, rendre les courses abordables. Et c'est sur quoi nous nous concentrons. Mais je veux répondre à cette question parce que vous l'avez posée. Regardez ce que le président Trump a dit. C'est qu'il y avait des problèmes en 2020. Et ma propre conviction est que nous devrions nous battre pour ces problèmes, débattre de ces problèmes pacifiquement dans l'espace public. Et c'est tout ce que j'ai dit. Et tout ce que Donald Trump a dit aussi. Rappelez-vous, il a dit le 6 janvier que les manifestants devaient protester pacifiquement. Et le 20 janvier, que s'est-il passé? Joe Biden est devenu président, Donald Trump a quitté la Maison-Blanche. Et maintenant, malheureusement, nous avons toutes les politiques négatives qui sont venues de l'administration Harris-Biden. Je crois qu'il y a en fait une menace pour la démocratie dans ce pays. Mais malheureusement, ce n'est pas la menace que les démocrates dont Kamala Harris et Tim Walz veulent parler. C'est la menace de la censure. C'est des Américains mettant de côté des amitiés de longue date à cause de désaccords politiques. C'est de grandes entreprises technologiques faisant taire leurs concitoyens. Et c'est Kamala Harris qui dit que plutôt que de débattre et de persuader ses concitoyens, elle aimerait censurer les gens qui s'engagent dans des informations erronées. Je pense que c'est une menace beaucoup plus grande pour la démocratie que tout ce qu'on a vu dans ce pays au cours des 4 dernières années, au cours des 40 dernières années. Maintenant, je suis vraiment fier, surtout étant donné que j'ai été élevé par 2 démocrates de la classe ouvrière toute ma vie, d'avoir le soutien de Bobby Kennedy Jr. et de Tulsi Gabbard, des leaders de longue date dans la coalition démocrate. Et bien sûr, ils ne sont pas d'accord avec moi ou Donald Trump sur chaque question. Nous n'avons pas à être d'accord sur chaque question, mais nous sommes unis derrière un principe américain fondamental du premier amendement, sur lequel nous devrions débattre de nos différences, nous devrions nous disputer sur ces sujets, nous devrions débattre et essayer de persuader nos concitoyens. Kamala Harris, elle, est engagée dans la censure à une échelle industrielle. Elle l'a fait pendant le Covid, elle l'a fait sur de nombreuses autres questions. Et cela, pour moi, est une menace beaucoup plus grande pour la démocratie que ce que Donald Trump a dit lorsqu'il a déclaré que les manifestants devaient protester pacifiquement le 6 janvier. Eh bien, j'ai apprécié le débat de ce soir et je pense qu'il y avait beaucoup de points communs ici. Et je suis sympathique au fait de dire... Eh bien, oui, moi aussi. Il y a, en fait, cependant, quelque chose qui me trouble, je le dis parce que je pense que nous devrions raconter les histoires. Donald Trump a refusé de reconnaître cela. Il l'a fait et je ne pense pas que nous puissions nous cacher plus longtemps. Il a été très clair, je veux dire. Il a perdu cette élection. Mais lui dit qu'il ne l'a pas perdu. 140 policiers ont été frappés au Capitole ce jour-là, certains avec le drapeau américain. D'autres sont morts, même après. Au Minnesota, un groupe s'est rassemblé sur le terrain du Capitole de l'État à Saint Paul et a dit qu'ils marcheraient vers la résidence du gouverneur et qu'il y aurait des victimes. Il y avait mon fils et mon chien là-bas et ils ont dû être escortés par la police d'État. Cette question, et il y a aussi Mike Pence qui se tenait là et il criait « Il faut pendre Mike Pence !» Mais Mike Pence a pris la bonne décision. Alors, sénateur, j'ai travaillé avec des enfants suffisamment longtemps pour savoir, et quand j'étais coach de football aussi, parfois, ils voulaient vraiment gagner. Mais la démocratie est plus importante que vouloir gagner une élection. C'est ce qui est en jeu ici. Maintenant, la chose qui m'inquiète le plus, c'est l'idée que emprisonner vos adversaires politiques, les gens n'acceptent pas ça. Et les mots d'un président comptent. Les mots d'un président comptent.
Et les gens l'écoutent. Et je pense que cette question de régler nos différends dans l'urne, de se serrer la main quand nous perdons, d'être honnête sur ce sujet, mais de nier ce qui s'est passé le 6 janvier, pour la première fois de l'histoire américaine, qu'un président a essayé de renverser une élection équitable et le transfert pacifique de pouvoir. Et nous sommes 4 ans plus tard dans le même bateau. Et je vais vous dire ceci, que lorsque tout sera terminé, nous devrons nous serrer la main. Et le gagnant sera le gagnant. Cela doit cesser. Parce que ça déchire notre pays. Margaret? Sénateur Vance, voulez-vous répondre à ça? Eh bien, regarde, Tim. Tout d'abord, c'est vraiment riche de la part de nos dirigeants démocrates de dire que Donald Trump est une menace pour la démocratie lorsqu'il a pacifiquement cédé le pouvoir le 20 janvier, comme nous l'avons fait pendant 250 ans dans ce pays. Nous allons nous serrer la main après ce débat et après cette élection. Et bien sûr, j'espère que nous allons gagner. Et je pense que nous allons gagner. Mais nous devons nous rappeler que pendant des années dans ce pays, les démocrates ont protesté contre les résultats des élections. Hillary Clinton en 2016 a dit que Donald Trump avait volé l'élection grâce à Vladimir Poutine parce que les Russes avaient acheté $500 000 de publicité sur Facebook. Oui, ça se passe comme ça depuis longtemps. Et si nous voulons dire que nous devons respecter les résultats des élections, eh bien moi, je suis d'accord. Mais si nous voulons le dire, comme le dit Tim Walz, que c'est juste un problème que les républicains... I'm on board. But if we want to say, as Tim Walz is saying, that this is just a problem that Republicans have had, I don't... Moi, je n'y crois pas. Governor. Le 6 janvier n'était pas qu'une histoire de pub Facebook. Je pense qu'ils réécrivent l'histoire sur ça. Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. Mais le problème, c'est que ça s'est passé. Donald Trump peut même le dire, il peut dire tout ce qu'il veut, mais ça a eu d'énormes répercussions. Cette idée qu'il y a de la censure pour empêcher les gens de faire, de menacer de tuer quelqu'un, de menacer quelque chose, ce n'est pas de la censure, ça. La censure, c'est d'interdire les livres, et ça s'est fait. Mais je pense juste que tout le monde ce soir, et je vais remercier le sénateur Vance, je pense que la conversation... Ils ont eu la conversation qu'ils veulent entendre et je pense qu'il y a beaucoup d'accords. C'est un sujet sur lequel nous sommes à des... Mais là, c'est un sujet sur lequel nous sommes à des kilomètres l'un de l'autre. C'est une menace pour notre démocratie d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. Et cela s'est manifesté à cause de l'incapacité de Donald Trump de concéder l'élection. Je voudrais juste demander ça. Qui a perdu l'élection de 2020? Tim, je me concentre sur l'avenir. Kamala Harris a-t-elle censuré des Américains qui s'exprimaient sur le Covid-19? En 2020? C'est une question... Non, c'est une non-réponse. Oui, c'est une non-réponse, parce que vous aussi, vous ne voulez pas me répondre sur la censure. Évidemment, Donald Trump et moi pensons qu'il y a eu des problèmes en 2020. Nous en avons parlé. Je suis heureux d'en parler davantage. Mais vous nous attaquez de ne pas croire en la démocratie. C'est le droit le plus sacré sous la démocratie américaine. Eh bien, c'est le premier amendement. Vous-même avez dit qu'il n'y a pas de droit au premier amendement quand ça concerne la désinformation. Kamala Harris veut utiliser le pouvoir du gouvernement et des big tech pour faire taire les gens qui s'expriment. C'est une menace pour la démocratie qui survivra plus longtemps que ce qui se passe actuellement dans la politique actuelle. J'aimerais que les démocrates et les républicains rejettent tous les deux la censure. Essayons de nous convaincre les uns les autres, discutons d'idées et rassemble-nous. Vous ne pouvez pas crier au feu devant un théâtre bondé. C'est le test de la Cour suprême. Tim, tu parles de feu dans un théâtre, mais vous bannissiez des gens de Facebook pour dire que les nouveau-nés ne devraient pas porter de masque. C'est critiquer les politiques du gouvernement et c'est un droit de chaque Américain. Sénateur, le gouverneur a le droit de parole pendant encore 1 minute. Eh bien, c'est pas moi qui gère Facebook. Ce que je sais, c'est que je vois un candidat là-bas qui refuse, et encore aujourd'hui, et je suis assez choqué de cela. Il refuse de dire qu'il a perdu l'élection. Ce n'est pas un débat, ce n'est rien qu'autre chose que... Ce n'est un débat que dans le monde de Donald Trump. Regardez, lorsque Mike Pence a pris la décision de certifier cette élection, et c'est pourquoi Mike Pence actuellement n'est pas le candidat vice-président. Ce qui m'inquiète, c'est où est le pare-feu autour de Donald Trump? Où est le pare-feu? Where is the firewall if he knows he could do anything, including... Si Donald Trump sait qu'il peut tout faire pendant cette élection, et que son président ne lui tiendra pas tête, c'est ce qu'il faut vous demander, Amérique. Allez-vous vous lever? Allez-vous respecter votre serment? Même si le président ne le fait pas, je pense que Kamala serait d'accord. Elle ne m'aurait pas choisi si elle ne pensait pas que je le ferais. Parce que, bien sûr, c'est ce que nous ferions. Donc, America, je pense que vous avez un choix très clair lors de cette élection entre celui qui va honorer la démocratie et celui qui va honorer Donald Trump. Gouverneur, votre temps est écoulé. Merci, messieurs. Il est maintenant temps des déclarations finales. Le sénateur Vance a gagné le tirage au sort virtuel et a choisi de passer en dernier. Alors, gouverneur Walz, vous êtes le premier. Vous avez 2 minutes.
Eh bien, merci, sénateur Vance, merci à CBS News, et surtout, merci à vous tous. Merci à vous tous si vous êtes encore debout, et merci aux gens qui n'ont pas regardé Danse avec les étoiles. Je vous remercie d'avoir regardé ce débat à la place, pour soutenir la démocratie. Il est important que vous soyez ici. Et je suis aussi surpris que quiconque de cette coalition que Kamala Harris a construite, qui va de Bernie Sanders à Dick Cheney à Taylor Swift, et tout un tas de personnes entre les deux. Ils ne sont pas tous d'accord sur tout. Mais ce sont vraiment des gens optimistes. Ils croient en un avenir positif pour ce pays et un avenir où notre politique peut être meilleure qu'elle ne l'est actuellement. Et je dois vous dire que mieux qu'elle ne l'est, en fait, c'est un sentiment d'optimisme, comme ce qu'on appelle l'économie d'opportunité, qui fonctionne pour tout le monde, et pas seulement pour survivre, mais aussi pour progresser. Et l'idée que la liberté signifie vraiment quelque chose. Pas la liberté du gouvernement d'être dans votre chambre à coucher ou dans votre salle d'examen, mais la liberté de faire des choix pour vous-même. Maintenant, regardez, nous savons tous qui est Donald Trump. Il nous l'a dit. Et comme l'a dit Maya Angelou, croyez-le, quand il vous dit ça, son premier discours inaugural parlait de carnage américain. Et puis, il a passé 4 ans à essayer de faire exactement ça. Le sénateur Vance, ce soir, a clairement indiqué où il se tiendra avec l'agenda de Donald Trump. Il continuera de pousser sur cette voie. Kamala Harris vous donne une autre option. Maintenant, je dois vous dire, je vais faire attention aux citations, mais il y en a une que le sénateur Vance a dit qui résonne avec moi. Il a dit « Donald Trump rend les gens que j'aime craintifs ». Une grande partie de l'Amérique le sent également. Et Franklin Roosevelt avait raison. Tout ce que nous avons à craindre, c'est de la peur elle-même. Kamala Harris nous offre un nouveau chemin. Elle nous apporte une politique de joie. Elle apporte de vraies solutions pour la classe moyenne. Et elle vous place au cœur de cela. Tout en demandant à chacun de se joindre à ce mouvement, de faire entendre sa voix, cherchons un nouveau jour où chacun obtient cette opportunité et chacun a une chance de prospérer. Je demande humblement votre vote le 5 novembre pour Kamala Harris. Gouverneur Walz, merci. Sénateur Vance, votre déclaration de clôture ? Eh bien, je veux remercier le gouverneur Walz et vous tous à CBS et bien sûr le peuple américain pour nous avoir regardés ce soir. Il y a un des sujets dont nous n'avons pas parlé et c'était l'énergie. Et je me souviens quand j'étais élevé par ma grand-mère et qui n'avait pas assez d'argent pour allumer le chauffage certains soirs. Et dans l'Ohio, il fait très très froid la nuit. Et je crois qu'en tant que personne qui veut être votre prochain vice-président, nous sommes un pays suffisamment riche et prospère où chaque Américain, qu'il soit riche ou pauvre, devrait être capable d'allumer son chauffage au milieu d'un froid, d'une nuit glaciale. C'est devenu plus difficile à cause des politiques énergétiques de Kamala Harris. Je crois que vous soyez riche ou pauvre, nous devrions être en mesure de vous permettre un bon repas pour votre famille. C'est devenu difficile à cause des politiques de Kamala Harris. Et je crois que vous soyez riche ou pauvre, vous devriez être en mesure d'acheter une maison. Vous devriez pouvoir vivre dans des quartiers sûrs qui ne sont pas infestés et inondés de phétanol. Maintenant, Kamala Harris se tient devant vous et elle vous dit au peuple américain que dès le premier jour de son mandat, elle va s'attaquer à tous ces défis que je viens de lister. Mais elle a été vice-présidente pendant 3 ans et demi. Le premier jour, c'était il y a 1400 jours. Et ces politiques ont aggravé ces problèmes. Maintenant, je crois que nous avons le plus beau pays du monde. Je rencontre des gens sur la route de la campagne qui ne peuvent pas se permettre de la nourriture, mais qui ont la grâce et la générosité de m'en demander comment je vais et de me dire qu'ils prient pour ma famille. Ce que cela m'a appris, c'est que nous avons le plus grand pays du monde, le plus beau pays, les gens les plus incroyables partout dans le monde. Mais ils ne pourront pas réaliser leurs rêves avec le leadership défaillant que nous avons à Washington. Ils ne pourront pas vivre leurs rêves américains si nous faisons la même chose que nous avons fait au cours des 3 dernières années et demie. Nous avons besoin de changement, nous avons besoin d'une nouvelle direction, nous avons besoin d'un président qui a déjà fait cela auparavant et l'a bien fait. Votez, veuillez voter pour Donald Trump. Et que vous votiez pour moi ou vous votiez pour Tim Walz, je veux dire que je suis fier de le faire et que je vous soutiens. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit. Sénateur Vance, merci.